Trust the process. Trust the process. Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. On est-tu à 14? 14, oui. Mais déjà à 14? Ça me semble bien. Je suis pas mal sûr. Oui, 14. 14. Le 13 franchit Wow. 19 000 dans quelques... Si c'est pas déjà fait. Donc, On était à 18 900 il y a quelques minutes. Là. ben merci de m'avoir rafraîchi la mémoire. Épisode 14 de Processus. Pag, bonjour. Salut Mathias. Monsieur Snake, bonjour. Simon Mathias. Boisvert. Pag, ça reste Pag. Oui. Pierre-Alexandre. Pag qui doit présenter CarGurus, parce que Processus est présenté par CarGurus. Trouvez la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires. Commencez votre recherche sur cargurus.ca. On tient aussi à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique, ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire chez les jeunes en louant une des 2 glaces à Saint-Roch-de-la-Chigan. Parfait. Les amis, si vous me permettez, je vais commencer avec une annonce quand même spéciale là, pour des fins techniques et pratiques. On a décidé à partir de la semaine prochaine, en fait, dès maintenant, vous allez pouvoir vous abonner à du contenu exclusif. Beaucoup de gens nous demandaient d'en avoir plus. Et dans un premier temps, on veut faire plus de contenu. Dans un deuxième temps, Simon croule sous les questions qu'on a demandé maintenant d'envoyer sur YouTube. Il y en a beaucoup. Alors, à partir du prochain épisode, donc dès maintenant, si vous vous abonnez, on a du contenu exclusif. Alors, ce qu'on fait, c'est que les questions, on va enregistrer un 40 minutes de questions en contenu exclusif, qu'on va sûrement mettre en ligne vers la fin de la semaine. Fait que ça va... Vous n'allez rien perdre du balado actuel. Ça reste une émission d'1 heure, 1 heure et quart, bien remplie avec plein de sujets. Mais là, on ajoute, pour 5 $ par mois, on ajoute une émission d'une 40aine de minutes. Puis connaissant Snake, ça va peut-être être même un petit peu plus, qui va y mettre le paquet. On va répondre donc à beaucoup plus de questions. Évidemment, ça va être les questions des gens qui sont abonnés. Il va y avoir par année 4 épisodes complets exclusifs. Un spécial Trevor Timmons, où je vais essayer de couper la queue du serpent, puis couper le venin, enlever le venin du serpent. Et le serpent, lui, on devine qu'il va, il va être dans tous ses états. Donc, un spécial Trevor Timmons. On fait une émission spéciale aussi avant le tournoi des recrues du Canadien pour un peu instaurer les forces en présence. Il va quand même avoir les émissions régulières là, du mercredi matin. Et on va avoir 2 émissions avec un invité spécial de la Ligue nationale. On ne vous dévoile pas les invités tout de suite, mais ça va être des gens qui sont dans la gestion de la Ligue nationale. Fait que ça, c'est donc 40 minutes par semaine ajoutées. 4 épisodes exclusifs. On fait un tirage aussi, ça fait un petit peu... je suis tout le temps mal à l'aise de le faire, mais quand même. Pour ceux qui ont le goût de venir jaser avec Simon et moi, on fait tirer 4 soupers pour 2 personnes chez les gens qui vont s'abonner. Donc, évidemment que le souper est fourni. Vous venez, vous êtes 2. Vous venez que moi et Simon. On passe une belle soirée. Il y en a 4 de ça. Et Alex Panton, aussi notre patron, va faire tirer parmi nos abonnés un chandail de Nook Suzuki autographié par le capitaine. Alors... Tu as dit Anouk Suzuki ou Nick Suzuki? C'est Nick Suzuki, ah, okay. Oui. Je ne connais pas d'Anouk Suzuki qui joue pour le Canadien. Donc, l'abonnement, c'est sur patreon.com/processus. Alors, 40 minutes de plus, 4 épisodes exclusifs, tirage de 4 soupers, chandail de Nick Suzuki. J'ai de la misère avec le Nick Suzuki. Tirage du chandail de Nick Suzuki signé. Patreon.com/processus. Alors voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas s'abonner, puis c'est correct, qui veulent garder la formule actuelle, ben ça reste la même formule actuelle. C'est gros. Félicitations, les gars. Fait que, regarde, si vous en voulez plus, venez-vous-en, on est content.
On va commencer l'émission de cette semaine avec le Rocket de Laval, qui vient de finir sa saison, qui malheureusement ne participe pas aux séries. J'ai demandé à Simon de regarder les 2 derniers matchs du Rocket, puis de nous faire un peu un bilan de la saison du Club École du Canadien. Bien, ce qui était intéressant dans les 2 derniers matchs du Rocket, c'est qu'évidemment, celui de vendredi avait un gros enjeu, parce que ça dépendait d'une participation aux séries ou non. Également, il y avait des nouveaux joueurs. Luke Tuch et Florian Jacquet, qui avaient été rappelés un petit peu avant, qui participaient. Et je sais qu'il y a eu des commentaires de Toby Bisson à l'effet qu'il y avait trop de recrues. On avait mis des gars qui avaient joué pendant l'année sur le banc pour donner priorité aux recrues. Écoute, je comprends son point de vue. Il veut gagner. Il s'est peut-être dit qu'avec ces joueurs-là, le Rocket avait une meilleure chance. Est-ce que le Rocket avait une meilleure chance? Moi, je ne pense pas. Mais c'est son opinion, puis c'est correct. Mais il faut comprendre que ces clubs-là sont là pour développer des joueurs. Et finalement, dans l'organigramme, c'est comme les serviteurs du Canadien. Ouais. T'sais, parce que ces clubs écoles-là, oui, c'est le fun s'ils gagnent la Coupe Calder. Oui, c'est bien de faire quelques matchs en série, mais encore là, si le Rocket avait fait les séries, il aurait fait combien de matchs? Peut-être qu'il aurait été éliminé au premier tour, il aurait joué 2 matchs. Oui, c'est ça, c'est plus court. C'est pas garanti qu'il en aurait fait 12, là. C'est 2 de plus. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, ça peut être bon pour les jeunes, c'est jamais mauvais, mais c'est pas ça la clé. Alors, que le Rocket, à un moment donné, a rappelé un gars comme Joshua Roy, s'il jugeait que son développement était meilleur dans la Ligue nationale, tant mieux. Ouais. Bon, moi, je fais une parenthèse. Dans une autre vie, j'ai habité 1 an à Fredericton dans le temps qu'ils avaient un match dans un club dans la Ligue américaine. Ils étaient les fournisseurs des Nordiques et des Canucks. Ouais. Et moi, je me rappelle que lorsque les grandes équipes de la NLH, Vancouver et Québec, rappelaient des joueurs, les partisans là-bas étaient furieux. Ouais. Je peux comprendre. Il n'y avait pas beaucoup de fans des Nordiques et des Canucks dans l'assistance. Les gens s'identifiaient à Fredericton. Ici, on est à Laval. Ouais. Les gens qui vont voir le Rocket sont majoritairement, peut-être à 95 %, des partisans du Canadien. Ouais. Bon, ils ont quand même... Tu sais, ils ont un spectacle qui est pas cher. Je pense pas que ça affecte les ventes de billets de saison, que le Rocket n'a pas fait les séries. Parce que les gens vont là pour voir des Mailloux, des Rois se développer, Dobèche. Donne-moi donc ton impression des joueurs qui nous intéressent. Là. Oui. Des 2 derniers matchs, puis ensuite, on parlera un peu de la saison. Luke Tuch n'a pas joué beaucoup vendredi, ce qui est normal. C'est son premier match. Et je pense qu'il a joué quelque chose comme 9 minutes. Au centre? Oui, non, à l'aile. À l'aile, OK. Oui. Et puis, Florian Jacquet a joué aussi quelques minutes. Jacquet, c'est ça. C'est ça. Moi, je pense que les 2 ont montré ce qu'ils sont. C'est-à-dire des joueurs costauds, robustes, sans grande créativité offensive. Ouais. Alors moi, je pense que c'est des gars qui, s'ils atteignent la Ligue nationale, ça va être vraiment comme des joueurs de 4e trio. Et là, il va falloir que le Canadien décide qu'est-ce qu'on veut en faire. Parce que sur un 4e trio, tu peux mettre des boules d'énergie ou tu peux mettre des gros gars qui brassent la cage. Ouais. Ou un mélange des 2. Alors, je crois que Luke Tuch et Jacquet, ça serait vraiment des gars pour brasser la cage. Et ils ont certainement besoin d'au moins 1 ou 2 saisons à Laval avant d'être même considérés pour un poste comme ça. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu toute l'année de Tuch et Jacquet. Puis je crois que c'est comme ça que ça se poursuivrait dans la LNH. Et la question quand même importante, qui brûle sans doute les lèvres de tout le monde, est-ce que ça peut être moins pire que Michael Pezzetta? Moi, je pense qu'à leur façon, les joueurs de 4e trio, c'est un peu tout du pareil au même. Ouais. En fait de rendement. Ouais. Mais il y en a peut-être qui sont plus efficaces que d'autres ou qui font moins de gaffe que d'autres. Ouais. Alors, tu les fais jouer un 6-7 minutes par match. Tu veux pas qu'ils soient dans les moins, comme on dit. Ouais. Puis, mais ça dépend toujours de l'identité que tu veux donner à ton équipe. Les gars de 4e trio à 6-7 minutes, ils jouent pas contre le premier trio de l'autre équipe. Non, non. Bon. Alors, 4e trio contre 4e trio, je sais pas, c'est un concept, moi, que j'ai jamais tellement apprécié. Le 4e trio, moi, j'aurais plutôt des spécialistes, mais on n'est pas là pour parler de ça. Parce que tu vois, le 4e trio de Vegas a été très efficace avec Carrier, avec Roy. Fait que tu te dis, est-ce qu'il y a des... Oui. Est-ce qu'en Jacquet et Luke Tuch, tu peux développer ce type de joueur-là? Ça, c'est une bonne question. Sauf qu'en Carrier et Roy, on avait des gars qui, dans le junior, étaient talentueux offensivement. Ouais. Carrier et Roy étaient talentueux offensivement. On peut pas dire que Jacquet et Tuch ont rien cassé
offensivement C'est ça. dans leur stage junior. Alors, automatiquement, si déjà tu es un gars destiné au 4e trio en partant, ouf. Tandis qu'un gars comme Carrier, on le voyait pas top 6 dans la LNH, mais on voyait quand même le talent pour s'y rendre. Et rendu là, ben là, un gars peut s'ajuster puis développer d'autres skills, comme on dit. Bon, mais tu sais, on retiendra pas notre souffle, puis de toute façon, ces gars-là, tu peux aller les chercher aussi dans les transactions. Il y a ça des aussi. fois, là. Bon. Allons-y. J'imagine que tu as voulu commencer par échelle de talent en montant l'échelle, là. Oui. J'espère. Bon, chez les défenseurs, moi, les noms que je retiens, évidemment, c'est Randbacker et Mayou. Randbacker qui a joué 12 matchs. Comment c'était le dernier, parce qu'il a été blessé samedi, comment c'était vendredi? J'ai trouvé correct, mais il n'a pas nécessairement ressorti du paquet. OK. Je peux pas dire qu'il a nécessairement été meilleur que Mayou vendredi, mais moi, je regarde un séjour en regardant l'ensemble de l'œuvre. 12 matchs, bonne adaptation. Rien cassé sur la feuille de pointage, mais ça, on ne s'y attend pas. Ouais. Randbacker, on l'a dit, dans le meilleur des cas, avec du temps de jeu de puissance dans la LNH, c'est une 50aine de points, dans le meilleur des cas. Déjà quand même qui est pas déjà mal. très bien. Mais il n'a pas été repêché pour ça. Il a été repêché parce que tu as besoin de toutes sortes de défenseurs dans un groupe de 6. Ouais. Et lui, c'est un défenseur de première paire complet, mais il ne faut pas s'attendre, on le répète, à Makar, à Hughes, un joueur comme ça, même s'il a été choisi 5e. Sais-tu quoi? Puis j'avais la réflexion cette semaine là, qui est merveilleux pour lui en ce moment. Tu as eu des époques où il y avait tellement peu d'espoir que le moindre espoir qui n'avait pas tant de talent était sous les feux de la rampe, puis toute l'attention était sur lui. En ce moment, on parle en ce moment-là, avec Hudson qui est arrivé en fin de saison, avec Mayou, avec Slavkovski, Caulfield à l'attaque, avec Newhook, tu as un 5e choix au total. Randbacker, on n'en parle pas. Tu sais, on n'en parle pas. Il n'y avait pas d'envoyé spécial à son dernier match vendredi. On n'a même pas eu de mention. Et pour lui, c'est parfait. Parce qu'il n'y a pas de pression. Parce qu'ils sont un paquet en ce moment. On dirait que c'est le premier match qu'il a joué et le premier match à Laval. Oui. Puis entre ça, les 10 autres matchs, on n'avait pas un rapport minute par minute. Non. Puis s'il est à Laval l'an prochain, on va en parler à peine. Il va pouvoir se développer à son rythme. Puis je pense que la direction souhaite ça. Ben, c'est que l'attention est diluée. Et encore là, avec un autre choix cette année dans le top 7, Voilà. l'attention est encore diluée. C'est parfait pour lui. Oui. Puis, alors, il n'y aura pas de pression à gagner le trophée Norris. Parce qu'il y a d'autres choix. Est-ce que le Canadien est rendu là dans sa banque d'espoir? Est-ce que c'est une banque d'espoir top 3? La réponse est non. Sauf qu'il y en a beaucoup plus qu'à l'époque de Trevor Timmins. Ben là, écoute, je viens de t'en nommer la moitié de Trevor Timmins, mais ça, on va garder ça pour notre émission sujet. spéciale. C'est ça. Pas un autre sujet, notre émission spéciale. Ouais. Bon, continue donc avec tes... Oui, Jakub Dobeš. Oui. Moi, j'ai bien aimé Dobeš à l'université. Je l'ai beaucoup moins aimé en première moitié de saison à Laval. Il a déjà 22 ans. C'est pas vieux pour un gardien, mais c'est un peu vieux pour arriver chez les pros. Moi, j'aime mieux un gardien qui arrive à 20 ans. OK. Mais quand même. Et tu nous disais aussi que Dobeš, Ohio State, c'était comme d'ailleurs Fowler à Boston College. Oui. Les gardiens sont moins protégés qu'un primo à Northeastern. À Northeastern, là. Ouais. exactement. Donc, Dobeš, je l'avais aimé. Je l'ai aimé en deuxième moitié de saison à Laval. Vendredi, il était bien correct. Il a fait des beaux arrêts. Alors, c'est un gars, je crois, considéré. Est-ce que c'est nécessairement un gars qui peut devenir numéro 1 dans la LNH? Je ne pense pas, mais prédire les gardiens, c'est de la sorcellerie. Alors, prenez ça avec un grain de sel. Est-ce que ça peut être un numéro 2? C'est pas exclu. Est-ce qu'on pourrait avoir un tandem Fowler-Dobeš dans quelques années? C'est pas exclu non plus. Mais encore là, pas mal moins facile à prédire qu'un ailier gauche de la Ligue junior de l'Ontario. Oui. Mais tiens, en même temps, oublions pas Montembeault, puis c'est notre ami Tony Marinaro qu'on salue. Dans son balado Sick Podcast, je crois qu'il était avec Greg Button puis qu'il a relevé un truc sur la conférence de presse. Puis on n'en a pas beaucoup parlé. Quand on a demandé à Jeff Gorton d'identifier 3 membres d'un noyau d'une équipe championne, soit il a oublié des gars où c'était volontaire, il a nommé Suzuki, Slavkovski, Montembeault. Fait que
Montembeault est sous contrat pour encore 3 autres années. Ouais. Peut-être que la direction, il n'a pas nommé, il a peut-être omis par hasard des gars, Ouais. mais de nommer Montembeault, pour moi, c'est significatif, puis Tony a bien fait de le relever. Mais je pense que ce que ça signifie, c'est que premièrement, le Canadien n'essaiera pas d'obtenir un autre gardien de but C'est sûr. pour remplacer Montembeault. Ouais. On compte sur le développement interne. Ouais. On a repêché 3 gardiens de but l'année passée. Et plus de bêches qu'on a. Alors, je pense qu'eux calculent, OK, 3 ans de Montembeault, donc ça veut dire une autre année de Fowler à Boston College, Ouais. 2 ans à Laval, et peut-être ensuite gardien réserviste. Ça veut dire Dobèche au moins 3 ans à Laval. Là. Ah oui, ah oui, ah oui. Puis, ça m'amène 2 questions. Oh, 2? 2. T'es en feu? Est-ce que vous auriez nommé d'autres gens dans le top 3 pour le noyau? J'imagine que oui. Oh, que c'est une bonne question. Ouais. Ben, de noyau Ouais. sûr, je ne sais pas si j'aurais nommé Montembeault. J'aurais nommé Suzuki. J'aurais nommé, évidemment, Slavkovski. Ouais. Puis après, j'aurais dit avoir entre Reinbacher, Hudson ou... Parce que, puis comme on disait sur Caulfield, qui est un Ouais. bon joueur de hockey, un bon Ouais. producteur de points, est-ce que c'est une locomotive? Ça peut être un extraordinaire joueur de... Complémentaire. Complémentaire. Puis quand on dit complémentaire, on parle pas de 4e trio, là. Mais tu sais, ton noyau, d'habitude, c'est 3-4 joueurs. Ouais. Alors, pour moi, c'est Slav, c'est Suzuki. C'est un défenseur selon lequel va se développer le plus. On va voir si Goulet reste en santé. Puis après, ben ça reste à définir. Toi? Je pense que c'est pas mal ça. Ça te prend quand même un noyau éventuellement de 10 joueurs, de 10 solides joueurs d'impact pour gagner la Coupe. Ouais. Mais un noyau que tu peux garder peut-être pendant 10 ans, c'est vrai que ça se limite à peu près à 3-4 joueurs. Oui, toutes les équipes, c'est ça. Là. Oui, Tu c'est regardes pas à mal Tampa, ça. Tu Ouais, regardes c'est à ça, c'est Colorado. 3-4 joueurs. Ouais. Là, côté romantique en moi, envie d'intégrer Dak dans cette conversation. Ben, c'est correct, mais en même temps, on ne le sait pas. Il y a de l'inconnu. Moi, je C'est un point d'interrogation. On va pouvoir, dans l'an prochain, à pareille date, qu'on va faire le balado, s'il est en santé jusqu'à 82 matchs, ça va être plus facile. Ouais. Parce qu'évidemment, qu'on va faire le balado à pareille date l'an prochain, et c'est le début d'une longue aventure. Mais là, on ne le sait pas. Ouais. Puis ma deuxième question, les gars, c'est qu'on dirait que l'attention qu'on montre sur Montembeault, ça vient porter en exergue le fait que Primo, il est-tu prêt à être second violon? Ben, ça montre surtout qu'on le voit comme un second violon. Oui. Mais Tu sais, puis on aurait pu dire, parce qu'ils ont partagé le travail quand même en fin de saison, Oui. tu sais, il aurait pu dire, regarde, ça aurait été facile de dire nos 2 gardiens vont lutter pour un poste l'an prochain. Ça peut être- Mais on a décidé d'affirmer ouais. que Montembeault était le gardien numéro Ben, on 1. aurait eu l'air fou si on avait dit qu'il y avait une lutte. Parce que Pourquoi? Primo, il n'est pas du tout rendu là. Non, mais on aurait pu dire, regarde, on ne sait jamais, les gardiens, ils vont se battre. Puis... Mais on peut s'attendre que Primo joue 30 matchs. Ouais. Et c'est là qu'on va voir de quel bois il chauffe. Parce qu'oublions pas que Primo a eu des très bons matchs cette année, mais souvent, ses victoires étaient réalisées contre des équipes faibles. Ben, c'est ça qui est l'avantage d'un auxiliaire, c'est qu'il a pu être bon dans des matchs après avoir été sur la touche un certain temps. Puis il a quand même... Il a fait le travail contre les clubs faibles. Oui. Fait que c'est ce que tu attends. Et il a donné d'un auxiliaire. des citrons contre les clubs forts. Ouais. Mais ça, c'est ça. OK. Alors, non, c'est une très bonne question. Continuons. Oui, écoute, Joshua Roy, j'imagine que son match de vendredi, il revenait de blessure et tout ça. C'est difficile à conclure, Ouais, là. c'est difficile à conclure. Moi, je regarde encore là, l'ensemble de l'œuvre. Puis Roy, je considère que c'est un joueur de la Ligue nationale maintenant. Mon avis. Bon, ben, c'est parfait. Je pense que on est pas mal tous du même avis. Oui. Écoute, à tout hasard, Farrell. Farrell, c'est un joueur du Rocket de Laval. Ouais. Oui. T'as Et pas- ça en prend. OK. Puis à un moment donné, on parle de vétéran chez le Rocket. Puis à un moment donné, ça peut devenir un excellent vétéran. Ouais. Puis c'est le genre de cas avec qui tu veux donner un 300 000 $ par année chez le Rocket pour les garder intéressés à jouer dans la Ligue américaine. Et puis en même temps, ben, faire en sorte que ils vont être des bons soldats qui vont respecter le fait que la direction a une tendance à prioriser les très jeunes joueurs. OK. Mais je me suis permis la question parce que je sais que tu es capable d'adapter ta pensée puis Ouais. d'évoluer comme Hudson. Tu sais, les 2 derniers matchs, je dis OK, peut-être que ça peut être un top 4. Puis Ouais. tu as Mailloux, que tu voyais pas dans la Ligue nationale bien avant,
Ben là, tu le vois dans un top 6. Fait que je sais que tu es capable de t'ajuster. Puis je suis convaincu que si Farrell s'améliore, ben tu vas suivre ça de près. Ouais, sauf que là, Farrell, pour un attaquant... Ça commence à être tard, là. Il commence à être tard, puis c'est pas un gars qui a un point par match. Il n'est pas challengé Maverick Bourque pour le champion des compteurs. Là. Bon. Fait qu'on va sauter par... On n'aura pas besoin de parler de Riley Kidney, là. Excusez, si je me trompe, mais il n'y a pas juste 1 an dans la AHL, Farrell? Oui, mais il est quand même arrivé plus tard. Il n'est pas arrivé à 20 ans. Okay. Oui. C'est des belles années perdues, ça. Parce que avec la pandémie, il est resté une année supplémentaire dans la USHL. Ouais, ça a fait Puis mal. ensuite, il a fait ses 2 années à Harvard. Alors, c'est comme 3 ans. C'est comme s'il avait été 3 ans en collège. C'est un late. Alors, ça l'amène à 22, 23 ans. Quand tu es un petit joueur, tu dois être extrêmement talentueux et en plus, tu dois pas jouer à la périphérie. Ouais. Et lui, il est talentueux, mais il n'est pas extrêmement talentueux et il joue en périphérie et il est petit. Ouais. Alors, on fait quoi avec ça? Alors, c'est pour ça, des fois, il y en a qui disent « Oui, mais il y a tel petit joueur qui joue dans la LNH. » Oui, le petit joueur, il fonce dans le tas. Puis est-ce que vous leur signerez dans un contrat de la NHL two-way ou juste AHL? Un autre two-way, parce que ça coûte pas cher. Ouais. Puis, tu sais, ils ont 50 contrats. Alors, tu en as 23 à Montréal, puis tu en as 27 autres que tu peux donner à... Tu sais, c'est mieux que de rappeler des joueurs des Lions de Trois-Rivières. Ouais. Bon. Ben écoute, ça a été un édito bien rempli. Plus long qu'on pensait, mais on aime ça. Hein? Plus long, puis vous autres aussi, j'espère que vous aimez ça plus long. Fait que c'est ça. Le podcast Processus vous est présenté par Cargarus. C'est dur de savoir si vous achetez la bonne voiture au bon prix, mais pas quand vous achetez avec Cargarus. Nous vous donnons une vaste sélection de véhicules, des évaluations et des avis impartiaux sur les concessionnaires. Faites le bon choix et commencez votre recherche dès aujourd'hui sur cargarus.ca ou téléchargez notre application mobile. Préfère, c'est grand. Que tu sois charpentier, agriculteur, plâtrier, infirmier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Situé à Belleuil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, habiller les travailleurs d'ici. On a décidé de modifier un peu le deuxième bloc. Avant, on parlait des espoirs du Canadien, mais là, comme les saisons sont pas mal finies, et que le repêchage s'en vient, plus vite qu'on pense. On modifie le deuxième bloc maintenant pour les 10 semaines qui vont suivre jusqu'au repêchage. À chaque épisode, Simon va cibler 3 espoirs du repêchage, donc 30 au total. On va commencer par la fin du premier tour. Ouais. Puis on va se donner un petit peu plus de temps pour que vous connaissiez presque ces 30 gars-là par cœur. Puis arriver au repêchage, vous allez savoir qui est dispo, qui ne l'est pas. Parce que le Canadien ne va pas seulement repêcher dans le top 10, mais il y a encore son choix de fin de premier tour qui a obtenu des Jets de Winnipeg pour Monahan. Peut toujours avancer. Alors, Simon, vas-y, je te laisse aller avec les 3. Évidemment, juste pour aussi quand même dire aux gens, Simon ne dévoile pas sa liste avant la fin. Alors ça, c'est pas la liste de Simon. Il n'y a pas d'ordre. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une espèce... On essaie de supposer que ces 30 gars-là vont être repêchés à peu près dans cet ordre-là, selon le bon vouloir des équipes de la Ligue nationale. Fait que fiez-vous pas, évidemment, qu'on sait que c'est les Bruni premiers, mais les 3 derniers qui vont arriver dans 10 semaines, c'est pas les 3 préférés nécessairement de Simon. Non. Mais il se fie un peu à la tendance populaire. C'est pas nécessairement les gars qui vont être choisis 2, 3, 4 non plus, mais on essaie de deviner un peu. C'est ça. Alors aujourd'hui, moi, j'ai commencé par la fin de la première ronde. Ouais. J'ai identifié 3 joueurs susceptibles de sortir en fin de première ronde, peut-être début deuxième, enfin. Mais ça me surprendrait que ces 3 gars-là partent avant le 20-22e rang. OK. Alors, le premier que j'ai identifié, c'est Tériq Parasak. Tériq Parasak, joueur de la Ligue de l'Ouest, de Prince George, qui est encore en série. Les 5 pieds 11 et demi, 173. Les mesures ayant été prises par la centrale de recrutement de la Ligue, dernièrement. Donc, c'est quand même assez Au moins, précis. eux, on sait qu'ils font une bonne job pour les mesures. Ben moi, je les consulte à peu près juste pour ça. Il y a au moins ça. C'est ça. Parce que pour le reste, pour le jugement, on repassera. Mais pour les mesures, parfait, on va se servir de la centrale. En effet. Alors, ailier droit, 43 buts, 62 passes, 105 points en 68 matchs. Wow. C'est quand même impressionnant à 17 ans. C'est un joueur né en 2006.
Lui, ça a été une surprise. Pourquoi? Parce que l'an dernier, à 16 ans, contrairement à beaucoup d'espoirs de premier plan, il a joué seulement 4 matchs dans la Ligue de l'Ouest. Il est retourné à son équipe midget. OK. C'est rare que les équipes font ça. Lorsqu'ils ont un très, très bon joueur, au moins, ils vont l'amener sur un 4e trio, mais pas lui. Bon. Ça fait pas peur aux équipes, ça? Une seule saison? Ben peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il ne choisira pas dans le top 10, top 15. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles il ne sera pas choisi top 10, top 15. C'est pas un super patineur. C'est pas un gars qui a des feintes magistrales non plus. Je te dirais, c'est pas un super patineur, mais c'est pas un mauvais patineur non plus. Il est capable de suivre le jeu. C'est juste que des fois, le foot speed, comme on appelle en anglais, la vitesse des pieds, là, j'ai pas vraiment de bon terme français, mais c'est l'agilité sur ses patins, mettons, Okay. est peut-être un petit peu déficiente. Mais pour moi, c'est pas un obstacle. C'est pas un Lane Hudson, là, dans l'agilité sur patin, là. Ah, pas du tout. Rappelle-nous son nom, juste pour que ça rentre dans Derek la tête. Parasak. Derek? Terrick. Terrick. T-E-R-I-K. Parasak. Derek Parasak. Penses-tu que ça a à voir avec son poids? Parce que 175 livres à 5 pieds 11, il est peut-être un peu trapu. C'est-tu 175 livres? Non, il est pas 173, non, il est 5 et 11, 173, c'est pas un joueur costaud. Non. Non, OK. c'est un physique, je te dirais, correct. C'est quoi son moyen. identité? Oui, son identité, c'est son sens du jeu offensif, dans le sens qu'il est toujours à la bonne place pour prendre un lancer et il repère toujours bien un joueur à qui passer la rondelle. Donc, lui, quand il arrive en zone offensive, il sait quoi faire et il sait où aller, avec la rondelle et il sait où aller. Et en plus, c'est un joueur travaillant. Puis ça, c'est important. Disons que le Canadien le repêche au 27e rang. Oui. Tu te dis-tu c'est un bon choix? Je me dis, au 27e rang, oui, c'est un bon choix. Ah oui, OK. Oui. Bon, est-ce que je lui prédis des statistiques ronflantes comme dans la Ligue de l'Ouest? Probablement pas, parce que ça sera sûrement pas un joueur de premier trio au sein d'une très bonne équipe. Cette année, un bémol peut-être, il a joué avec 2 vétérans. Ça, des fois, ça peut faire bien paraître un jeune. Mais dans ce temps-là, moi, j'essaie de faire abstraction de ça. Puis je me dis, bien, tant mieux s'il a joué avec 2 vétérans parce que les 2 vétérans ont fait ressortir ses qualités. Ouais. Donc, pour moi, c'est un. Il était parti en peur. Il y avait 2 points par match dans ses 12 premiers matchs. Là, il y en a qui se disaient, waouh, qui c'est ça, ce gars-là? Il va jouer top 10. Là, on s'est calmé un peu, mais il y a quand même eu 1,5 point par match. Puis je sais pas, moi, je vois pas. Moi, je le repêcherais plus haut, d'après moi, que le rang où il va sortir. OK. Puis, je vais pas te prendre la brûle pour point. Je sais pas si tu l'as ou non. Vas-y. Sa date de naissance? C'est un 2006. Mais c'est pas un late. Là je peux pas dire si c'est le mois d'août ou le mois d'avril, là, OK. ou le mois de février, mais c'est pas un late. C'est un joueur qui a joué une grosse partie de sa saison à 17 ans. OK. Parfait. Ensuite, Oui. on reste dans la Ligue de l'Ouest. Écoute donc, toi qui est pas sûr avec la Ligue de l'Ouest. Avec, là. C'est une bonne année pour la Ligue de J'aime l'Ouest. les joueurs de la Ligue de l'Ouest cette année. OK. Bon. Là, on a un late, né en 2005. Donc, un joueur qui a joué la majorité de sa saison à 18. Autre paire de manches. Andrew Basha. Ailier gauche. 5 pieds 11, 174. Sensiblement le même physique que Tarachak. Il a joué pour Medicine Hat. Il a joué avec Caden Lindstrom. Caden Lindstrom était le joueur de centre. Basha était l'ailier gauche. Alors, et en plus, Gavin McKenna qui jouait dans cette équipe-là. J'ai regardé Medicine Hat en quantité industrielle cette année. OK. Donc, Basha, il est vraiment... Ça m'arrive souvent, ça, que je m'en vais surveiller un joueur et il y en a toujours un autre qui attire mon attention. Basha en a été un. Puis en plus, Pag, s'il repêchait à Montréal, ben pour les commandites, ça va être assez simple. Hein? Un fan de Chichtaouk. Aïe, aïe. Ben quoi? Ouais. On est marketing ou on l'est pas. Ouais. Puis les gens vont se rappeler de son nom à cause de ça. Andrew Basha. 30 buts, 55 passes, 85 points en 63 c'est matchs. une bonne production. C'est une bonne production, mais c'est quand même une saison de 18 ans. Ouais. Dans mon livre, c'est un 2005. OK. Mais quand même. C'est un gars, moi, je trouve qu'il a d'excellentes mains. Ça, c'est ça qui m'a frappé le plus chez lui. Des belles feintes en zone adverse. Aussi, et ça, c'est pas à négliger, il est bon en échec avant. OK? Parce que dans la LNH, il faut que tu fasses d'autres choses que d'avoir des bonnes mains. Exact. Alors, il faut que tu trouves une identité, puis des fois, peut-être qu'un gars comme ça peut se retrouver sur un 3e trio. Il ne remplira pas le filet, mais il va quand même un joueur efficace. Il a une bonne vision 360. Ça, c'est le genre de gars, il va être soit au centre de la glace ou soit en zone adverse. Il regarde à peine d'un bord ou l'autre et il fait une belle passe à un joueur. Ça peut être de côté, ça peut être par en arrière. OK. Pas de gaffe.
Il a vraiment des yeux tout autour de la tête, là, au sens figuré. OK. Tu préfères Basha à Tarek, rappelle-moi son nom. Parasak? Oui. Je ne sais pas comment je vais les classer. OK. Je ne sais pas. Comme je t'ai dit, la fameuse date de naissance, moi, est toujours un facteur. Et Parasak a quand même été plus productif. Mais Basha, il y a quelque chose. C'est un gars aussi qui va dans la circulation lourde. OK. Important. Il y a un gars qui fonce au filet, moi, c'est important pour moi. Un gars de périphérie. C'est ce que j'aimais de Jeff Skinner, qui était un petit joueur, mais à Kitchener, mais il fonçait au filet. À chaque fois qu'il fonçait au filet, tu te disais, il va se tuer. OK. Bon, c'est pas une bonne chose, mais en même temps, au hockey... C'est pas un Gallagher, quand même? Non. Mais je te dis que c'est un gars qui n'a pas peur. C'est un patineur correct, mais lui, je trouve que c'est pas nécessairement sa vitesse qui frappe, mais il y a une excellente accélération à courte distance. Alors, si à un moment donné, il rentre en zone adverse à la ligne bleue, et là, il doit clencher en deuxième vitesse pour faire un jeu, il va le faire. OK. Et pourquoi il n'est pas semé parmi les 10 premiers, par exemple? Ben, peut-être parce que, justement, il n'y a pas de... Il n'y a pas une caractéristique qui ressort vraiment du paquet. Il n'y a pas une caractéristique élite. Il n'y a pas une grande identité. Non. Et il n'y a pas une caractéristique élite comme les joueurs. Tu sais, Berkeley Catton, exemple, qui a des mains en or. Un autre comme Lev Shunov, qui est vraiment solide à la ligne bleue. Lui, c'est un peu de ci, un peu de ça. Alors, on voit plus un joueur éventuellement de milieu d'alignement dans le meilleur des cas. Pas ton genre, toi, de repêcher ces gars-là en fin de premier tour. Toi, t'aimes mieux les coups de circuit, dans le fond. Oui, mais j'ai l'impression que Basha pourrait en être un. Pas pour faire 100 points, mais j'ai l'impression que Basha va surperformer son rang de sélection. Moi, c'est ça que j'entends. C'est que je me dis toujours, je vais prendre un gars qui, d'après moi, mettons, je le choisis 25e, ben, il va peut-être être dans les 15 meilleurs joueurs du repêchage. On dirait que tu parles de Basha, puis ça sonne, puis je peux me tromper parce que j'ai pas vu encore, j'ai pas commencé mes analyses vidéo, mais ça sonne comme TJ Oshie qui a été repêché en fin de premier tour à l'époque. Je ne suis pas fort sur les comparaisons, mais disons qu'en fait, en fait, physique de production. Sans les avoir vus. Oui, Oshie qui avait des bonnes mains. Oui, c'est pas méchant comme parallèle. OK. Le troisième joueur en question. Oui. On a reçu des questions dans la messagerie à propos de ce joueur-là qui commence à intriguer de plus en plus. Sur YouTube. Oui, les fans et les médias. Dean Letourneau. Pourquoi Dean Letourneau? C'est un joueur de centre de 6 pieds 6, 210 livres. OK. Et moi, je te dis, je le regarde, puis j'ai l'impression qu'il est plus grand que 6'6". Bon, est-ce que ces gars-là peuvent connaître du succès? Il y en a qui en ont eu, il y en a qui en ont moins eu. C'est grand, là, quand on arrive à 6'6", 6'7" pour un joueur d'avant. Mais bon. Dean Letourneau, pourquoi il est intriguant? Parce qu'il a joué dans une école secondaire, le St. Andrews College, 127 points en 56 matchs. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Il a joué 2 matchs dans la USHL à la fin de l'année, parce que l'an prochain, c'est là qu'il s'en va. Ouais. Les 2 matchs, il a joué une dizaine de minutes. J'ai vraiment rien vu. Alors, je te dis, j'ai vu les matchs, mais j'ai rien vu qui a ressorti du paquet. Mais moi, je vais analyser ce que j'ai vu à St. Andrews College. Bon, en passant, juste pour terminer sur son pedigree, il s'en va à Boston College, à l'université, à une grosse université, qui a gagné le championnat, en 2025-2026. Alors, sa saison de 18 ans va être jouée dans la USHL et à 19 ans, il s'en va à Boston College. Comme Trevor Connolly cette année, USHL. Non, Trevor Connolly, oui, t'as raison. Ouais. Oui, et qui s'en va à Providence en 2025. Mais exactement la même chose. Tu dis ça, mais y a-tu des chances que s'il y a un club qui le repêche, dit hey, nous, on te verrait vraiment te développer dans la Ligue américaine? Oh mon Dieu, non. La Ligue américaine n'a pas le droit? Ben, à 18 ans. Oui. Ben oui, parce que c'est pas un joueur junior. Ah, ben oui. C'est un joueur d'une école secondaire. Ben oui. Ouais. Écoute, je tomberai en bas de ma chaise parce que le gars n'a pas été challengé. Et il est là, mon bémol sur le joueur. Il a un bon coup de patin pour sa grandeur. Ouais. Même, il a un bon coup de patin point. Oui. McCarron, mettons. Oui. Il pivote bien, malgré sa taille. Et puis, c'est un gars qui est facile à voir sur la glace, surtout dans des matchs d'école secondaire. Tu n'as même pas besoin de me dire que le numéro 28. Je sais que c'est lui. Il mange un pain sur la tête de tout le monde. Bon,
là, c'est une ligue où le jeu est extrêmement lent. Extrêmement lent. Ouais. Mais très lent. Alors, il peut se permettre de faire le spectateur, le touriste, ce qui fait malheureusement beaucoup trop. Ah. Il finit pas toujours ses mises en échec. Tu sais, il me donne l'impression, tu sais, des fois, tu vas à la patinoire du coin, tu joues 8 contre 8, 10 contre 10, et il y en a un qui est meilleur que les autres. Ouais. Et là, il se dit, ben écoute, je peux pas faire 50 buts, là, on joue pour le fun. Alors, il pèse sur le frein, il va marquer un but, après ça, il se tranquillise, il regarde les autres jouer, il va soutirer la rondelle. C'est ça, Dean Letourneau. Un Américain, j'imagine, les gens vont se demander, c'est un Américain malgré son nom de famille? Oui. Et puis, là... Alors, vois-tu, c'est pourquoi il est si difficile à évaluer. Moi, en fin de première ronde, est-ce que je prends Dean Letourneau? Non, parce que le projet est trop risqué. Moi, c'est un gars que je considérerais probablement fin deuxième, troisième ronde maximum, dépendant qui est encore sur ma Et liste. pourquoi tu le places là? Parce que je pense qu'il va sortir en fin première, début deuxième. Je pense qu'un joueur de centre de 6 pieds 6, 210, il y a beaucoup... Tu sais, les équipes se disent toujours, nous, on va le développer. Ouais. Au cas où, tout d'un coup que... Et les équipes savent que pour gagner la Coupe Stanley, tu dois être gros. Oui. Alors, tu dis, est-ce que c'est le prochain William Carrier? Ou est-ce que ça peut être un Michael McCarron de Brian quatrième? Boyle. Oui, Brian Boyle. Est-ce que ça peut être un McCarron qui fait 7-8 buts sur une quatrième ligne? Tu sais, les gens, les dirigeants se disent, lui, si il frappe son plafond, on a un joueur. Puis Brian Boyle, je pense que c'est le meilleur exemple. Je suis sûr qu'en ce moment, les recruteurs espèrent que Dean Letourneau devienne un Brian Boyle. OK. Mais, mais ça excuse-moi. J'allais juste dire Boston devrait être intéressé par ça. Ils vont repêcher tard en... Ça se peut. Mais ça dépend qu'est-ce qui arrive avec leur choix cette année, là, parce qu'ils l'ont quand même échangé là, dans avec les Red Wings et tout. Bon, puis Ottawa. Ils l'ont donné à Ottawa. Alors, écoute, on verra ce qui va arriver. Moi, c'est pas mon genre de joueur parce que je ne sais pas comment un gars qui sort d'une école secondaire où il s'est jamais forcé va nécessairement apprendre. Tu sais, ça peut être très long. Alors, si ça prend 6-7 ans avant qu'il atteigne son apogée, c'est long, là, 6-7 ans, j'ai le temps de perdre ma job 10 fois. Bon. Alors, c'est ça. T'avais pas un Québécois en tête que tu voulais insérer dans ta liste ou tu vas l'intégrer la semaine prochaine? Justin Poirier? Oui. Ah, Justin Poirier, écoute... Parce que quand on jasait au téléphone comme ça, tu as dit qu'il ne sera pas repêché au premier tour. Non. Mais lui, je vais en parler parce que je l'aime. Je vais en parler à un autre moment et je vais te dire pourquoi. Et tu vas le mettre plus haut? Non, ben je vais en parler à un autre moment, puis je vais moi, écoute, il sortira pas, mais en première ronde, ça, c'est pratiquement sûr, là. Mais la raison pour laquelle j'en parle pas encore aujourd'hui, c'est parce que Bécomo est encore en série. Ouais. Et là, si Bécomo sera en finale, ce qui est très possible, ils vont jouer contre Drummondville ou Victoriaville, qui est vraiment pas loin et que moi, je veux aller le voir le plus de grand nombre de matchs possible en personne, en finale, pour me faire une tête. Mais c'est le genre de gars que tu serais tenté de prendre en fin de premier tour en ce moment. Oui. Bon. Oui, mais encore là, je me dirais, ça dépend de ma stratégie. Si je suis vraiment, vraiment là, prêt à gager que personne ne va y toucher, je pourrais peut-être attendre la deuxième ronde au 50e rang. Mais là, je croise mes doigts. Parce que plus Bécomo va loin, si Bécomo se va en Coupe Mémorial et que le gars commence à scorer des buts, tu ne peux plus attendre. Mais là, c'est 50 buts à 17 ans. Oui. Pas un gros gabarit. C'est ça le hic. Pas grand, mais trapu et fort. Non, mais c'est quoi le problème? 5 pieds 7, 185. C'est des préjugés, donc. C'est des préjugés. C'est des préjugés sur un gars de 5 pieds 7. Je la comprends pas, celle-là. Okay. Tu sais, je peux comprendre qu'il ne soit pas top 10, là, mais je ne comprends pas que ce gars-là ne soit pas considéré pour la première ronde. Okay. Quand je suis allé à la chasse avec mon père en octobre... J'ai hâte de voir où tu t'en vas avec ça. Nous, on vient de Chicoutimi. Ouais. Puis j'avais demandé à Anthony Desaulniers, « Hey, Anto, qui je surveille si je vais voir les Sags? » Ouais. Il m'avait dit Maxime Massé. Oui. Il est-tu encore dans le... Parce que lui, il m'a dit, ça risque d'être le premier joueur de la Q repêché. Mais là, il m'a dit ça en octobre. Oui, pas dans tes 30, là. Hein? Il va être là la semaine prochaine. Mais, encore là, Maxime Massé peut sortir n'importe où entre 24 et 40. Okay. Tu sais, là, je suis dans une zone, j'en sors 30, là, mais c'est sûr que les 10 premiers que je vais sortir
sont dans une zone grise. Ouais. Après ça, rendu dans les 20 derniers, on est sûr qu'ils vont sortir en première ronde. Ouais, c'est c'est comme ça à chaque repêchage. Il y a comme une zone grise là, entre 21 et 32. Ah, à partir de 21, là. C'est ça. T'es ton Il y a une gars zone qui est grise. repêché au Alors, les premier 4 choix. premières semaines, vous allez avoir des gars qui vont être soit fin première, début deuxième. Et ensuite, après ça, les 20 suivants, ça, c'est sûr que c'est des choix de première. Mais qui vont nous intéresser parce que c'est la zone du Canadien. Et la Oui. chasse a été bonne? Oui. Bon. Perdri, tu sais. OK. Relax. Et là, les 3 gars dont j'avais parlé aujourd'hui, là, c'est pas des 2 de pique. Là. On parle d'un joueur de 105 points, un joueur de 85 points, puis un autre, quand même, un joueur de centre de 6 pieds 6. OK. Alors, je vous lance pas des noms absolument là, pointus qu'on verra jamais ou qui seront pas repêchés avant la OK. 6e ronde. Bon, parfait. Fait que la perdrie, hein? Ouais. Moi, j'aime mieux la chasse au serpent. Plus dur à écailler. C'est long à écailler, une par une. Bon, ben merci, Simon, pour ton travail de moine. Ça conclut notre deuxième bloc. Troisième bloc, les espoirs de la LNH. Évidemment que Lane Hudson et Logan Mailloux ont beaucoup fait jaser en commençant en finissant plutôt la saison avec le Canadien. Simon, évidemment, qui regarde 31 autres équipes, puis il se dit, hey, il y en a des bons aussi ailleurs, là. Soyons pas centrés sur notre nombril. Alors, dis-moi donc, lesquels ont retenu ton attention, puis il y en a là-dessus des gros noms, comme Cutter Gauthier, entre autres, Frank Nazar. Vas-y donc un peu avec leur pedigree où ils ont été repêchés, puis qu'est-ce qu'ils ont fait de bon en fin de saison. Oui, bien c'est ça. Il y a plusieurs joueurs qui sont venus disputer un match ou 2 ou 3 avec des équipes, soit après avoir signé leur contrat de la NCAA, règle générale, ou qui ont été rappelés de la Ligue américaine, alors que les matchs n'avaient plus de signification. Alors, il y en a quelques-uns sur lesquels je vais passer. Moi, celui que j'ai aimé le plus et que j'aime le plus, c'est Cutter Gauthier. Ah, il a bien fait ça? Cutter Gauthier a joué à Anaheim. Évidemment, échangé par Philadelphie parce qu'il ne voulait pas jouer à Philadelphie. On ne dira pas à cause de quoi parce que on ne veut pas avoir les poursuites judiciaires de Jean Tortorella. C'est-tu? Est-ce que tu le sais? On n'a jamais vraiment su. Là. Il y a un journaliste qui a payé le prix pour avoir sous-entendu que c'était peut-être Kevin Hayes qui a quitté Philadelphie, qui aurait parlé à Gauthier, mais ça n'a pas été prouvé. Alors, Tortorella n'a pas aimé ça, avec raison, parce que ça a eu des conséquences sur Hayes, qui a eu des menaces. Hey. Ah oui, c'est du hockey, hein? C'est quand même sérieux. Là. Ouais. Fait qu'il y a eu des menaces. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Jamie Drysdale, le défenseur 6e au total, il y a quelques années, s'est amené à Philadelphie. Et Cutter Gauthier a décidé de signer, lui, sur le champ, à Anaheim. Parle-moi donc de son match, ou deux. C'est ça, 5e choix de 2022 de Philadelphie. Il a joué un match, le dernier de la saison. Il a joué avec Leo Carlson. À gauche. Oui, à gauche. Parce que dans les rangs, dans NCA, il joue au centre, mais Ouais, on le voit comme un allié. Moi, là, je pense qu'en le faisant jouer avec Carlson, on se dirige vers ça. Léo Carlson, parenthèse, qui est absolument hallucinant. Pour les plus vieux, c'est un Matt Sundin. Pour les plus jeunes, ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur de centre qui a une si grand costaud et qui a une si bonne portée. C'était notre deuxième choix, ça. Oui, en arrière de Connor Bedard. Devant Fantilli. Oui, devant Fantilli. L'an dernier. Et puis, c'est ça. Son match, il a fait quelques beaux jeux. Il y a eu une passe, là, mais c'est plus... c'est plus des statistiques, là, mais je te parle le jeu comme tel. Il a eu l'air d'un gars qui était déjà dans la Ligue nationale depuis au moins 20 matchs. OK. Il avait confiance en lui. Il a pris des lancers au but. Il a fait des belles passes. Il était en zone adverse. Il était éveillé. Il a fait il s'est replié quand c'était le temps. Alors, moi, je trouve qu'il y a eu un très bon match. Mettons que c'est le Canadien et puis qu'il aurait joué contre Détroit mardi, un genre de match comme ça. Je pense que les fans auraient été très emballés. Alors, pour les fans d'Anaheim, il y en a vraiment un bon. Puis ça va être tout un duo avec Carlson. Mettons que pour les gens de la côte Est, c'est dommage qu'Anaheim discute le 3/4 de ses matchs à 10h le soir parce que ça va vraiment être un duo très intéressant. Et là, tu as Mason McTavish au centre. Oui. J'imagine que Zegras va rester à l'aile. Moi, c'est ce que je présume. S'il parce n'est pas que échangé, ouais. Ouais, ça serait quand même un certain gaspillage d'avoir Mason McTavish sur un 3e trio. Quand on dit que Caulfield va sans doute être un joueur complémentaire à Montréal, est-ce que Cutter Gauthier est un joueur complémentaire? Non. Ah non? Est-ce que c'est un joueur élite? Non. Mais ce n'est pas un joueur complémentaire. Ça va être un joueur qui va faire partie intégrante d'un noyau
possible de gros clubs à Anaheim. Parce que là, ils accumulent les jeunes. À un moment donné, il va falloir que ça débloque. Là. Zegras, c'est-tu un joueur complémentaire? Oui. Selon moi, oui. Fait que nomme-moi donc les principaux à l'attaque. Bon, les principaux à l'attaque. À Anaheim. Anaheim? Oui, t'as Gauthier, t'as McTavish, t'as Carlson, t'as T'as Zegras. Puis après ça, ben là, ça va dépendre qui est-ce qui repêche cette année. Ça va dépendre. C'est surtout à la défense, eux autres, avec les Mintyukov, Tristan Luneau, Owen Zellweger, qui a joué d'ailleurs lui aussi. ce match-là. Owen Zellweger, très à l'aise. Alors, on comprend pourquoi Drysdale a été échangé. Un défenseur de petit gabarit. Oui, Zellweger, alors c'est pour ça que Drysdale est petit gabarit, mais pas peur et puis capable de bien se défendre. Alors, pas nécessairement un joueur élite, mais... Anaheim en a eu pour son argent. Là. Oui, ah oui. Puis vraiment, là, échanger Drysdale pour Gauthier, là, c'est... Je sais que des fois, il y a un peu de chance là-dedans, là, mais c'est vraiment échanger du surplus en retour de ce qui te manquait. Dans les autres joueurs... Oui. Un joueur que j'appréciais pas du tout, Brad Lambert, a fait ses débuts à Winnipeg, une passe. C'est bien débrouillé. Est-ce qu'il va commencer la saison l'an prochain? Il y a quand même une bonne saison dans la Ligue américaine. Moi, ce que je reproche toujours à Lambert plutôt, c'est que il y a certains moments où il a l'air d'un joueur élite, et je dis bien élite, et il y a d'autres moments où il peut disparaître 2 périodes. Ouais. Alors moi, j'ai pas confiance en un joueur comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais à Winnipeg, ils ont quand même un gros noyau. Est-ce que ça peut être un joueur complémentaire sur qui on peut dire, bon, ben OK, il va nous donner une grosse période sur 4, puis on est content? Ça va être à voir. Parce que lui était coté très haut au départ. Il y a une mauvaise année d'admissibilité. Nous, on trouvait que c'était un joueur de périphérie. Oui. On n'aimait pas ça. Brad Lambert, un Finlandais. C'est un père canadien qui était en Finlande, qui a rencontré Lane Lambert, qui jouait là-bas, qui a rencontré une Finlandaise, je crois. Donc, il est finlandais, mais canadien. Alors, tu trouves qu'il a progressé. Donc, moi, j'aurais pas repêché ça au 26e rang, mais tu vois, finalement... Non, moi j'en voulais pas du tout. Il est sorti 30e, je pense. Oui, moi, j'avais même dit... no draft. No draft. Ouais. Alors, bon. Écoute, s'il devient un bon joueur de 3e trio, je me serais trompé en disant no draft. Ouais. Mais je crois qu'en le repêchant 30e, les équipes ne se seront pas trompées parce que pour moi, c'est à peu près ça qui... C'est son plafond, d'après moi. Et tu t'attends à ce qu'il soit régulier en série? C'est ça le problème. Puis Winnipeg va probablement faire les séries pendant plusieurs années consécutives. Alors, on va avoir la réponse. Oui, je parle cette année. Ben non, je pense pas qu'il... Non. C'était vraiment juste pour l'essayer, pour remplacer des... C'est ça. Okay. On a donné un essai à certains joueurs, un peu comme on a fait avec Logan Mailloux. Oui, mais le Canadien était... Tu sais, si le Canadien avait été en série, c'est ça. Je pense pas sûr que Mailloux aurait joué. Parfait. Un joueur à Minnesota qui a joué 4 matchs. Ah, lui, j'avais hâte que tu me parles de lui. Oui, je pense que tu l'aimais bien. Un Suédois qui a été repêché au 19e rang l'an dernier, donc un joueur de 18 ans. Liam Ögren. Oui, la fameuse filière suédoise là, avec Oslund, avec Lekkerimäki. Et Lekkerimäki. Ouais. C'est le fameux trio là, qui ont joué ensemble longtemps. Un but, une passe en 4 matchs. Moi, j'ai trouvé que Ögren a répondu aux attentes dans le sens que, tu sais, quand tu envoies un gars comme ça pour 4 matchs, tu veux... Le minimum que tu lui demandes, ou le maximum que tu peux espérer, plutôt, c'est qu'il ne soit pas perdu. Et il n'était pas perdu du tout. Il était très impliqué. Il a eu des chances de marquer. Moi, c'était pas un de mes favoris du repêchage de 2023. 2022. Ouais. Je l'avoue. Mais il m'a agréablement surpris. Et d'après moi, à Minnesota, ça fait partie d'un noyau qu'ils sont en train de créer. Ouais. Et puis, quand ils vont se débarrasser des fameux contrats de Parisé et Suter. Ouais. Et je vois un bon joueur de milieu d'alignement. Bon. Et Ögren, tu sais comment il a été obtenu? J'allais faire un jeu de mots avec un fruit. Là. Ah, bon, t'aurais pu. Oui. Écoute, le Wild du Minnesota a obtenu un des meilleurs jeunes défenseurs de sa génération, qui s'appelle Brock Faber, que tu connais, qui va être en liste pour le trophée Calder, remis à la recrue par excellence. Un choix de premier tour qui est devenu Ögren pour Kevin Fiala. Alors, Los Angeles a donné énormément. Aïe, aïe. Ouais. Ça, c'est tout un échange de notre ami Bill Guérin. Oui. Fiala, quand même, qui était un marqueur établi, mais considérant qu'il y a quand même des failles dans son jeu et qu'il coûte très cher, je trouve que c'était un des très bons échanges réalisés par un DG dans les dernières années. Ouais. Un autre, Frank Nazar.
Oui. À Chicago, 3 matchs, 1 but. Un très beau but, d'ailleurs, qui a fait le tour des réseaux sociaux. D'ailleurs, Nézar, il faut juste, excuse-moi de t'interrompre, mais il faut en parler parce que c'est le choix repêché par les Blackhawks de Chicago, on le rappelle, dans l'échange de Kirby Dach. Ouais. Parce que le Canadien a échangé Romanov aux Islanders pour Le 13e choix. le 13e choix, qui a été envoyé à Chicago, et Chicago voulait un joueur rapide et dynamique. Je te laisse poursuivre. Ben, c'est ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Rapide et dynamique. C'est une boule d'énergie, mais avec du talent. Surtout un excellent lancer. Lui, est-ce qu'on peut le considérer comme un joueur élite? Non. Est-ce qu'on peut le considérer comme un joueur complémentaire? Je ne sais pas encore si c'est un joueur complémentaire ou un joueur de premier plan. Mais à Chicago, il va avoir sa chance. C'est squelettique, l'alignement des Blackhawks. Donc, éventuellement, est-ce que c'est un gars qui pourrait jouer dans un top 6? Je crois que oui. Sa production, on peut peut-être espérer, je ne sais pas, puis là, je m'avance, là, je ne suis pas un bowler émérite, mais peut-être un gars de 50-60 points, peut-être. Mais surtout un gars qui va tout donner à chaque présence sur la glace et qui va générer des chances de marquer. Okay. Donc, pour un 13e choix, je considère que c'est bien. Et Chicago qui voulait vraiment faire table rase, moi, j'aurais peut-être gardé Dach, oui, mais considérant qu'ils ont fait table rase, je pense qu'avec Nézar, ils ne se sont pas trompés. Et dans la position du Canadien, tu es avec le Canadien, avec le recul. Oui. Tu gardes Dach ou tu repêches Nazar au 13e rang? J'en mets Dach. Pourquoi? Je sais qu'on ne sait pas s'il est enclin aux blessures ou pas. Alors peut-être qu'éventuellement, ça va m'exploser d'en face ce que je te dis. Ouais. Mais un joueur de centre de ce gabarit-là est très jeune, qui était très jeune de ce qui a été obtenu, 21 ans. Je vais le prendre avant un joueur, mettons, qui est un petit peu plus jeune, mais tellement peu, et qui est plus une valeur incertaine. Ouais. Alors, Dach avait quand même fait ses preuves. Alors moi, écoute, j'y vais avec le gros centre. Un peu comme notre réalisateur avec ce gabarit-là qui est une valeur sûre. Nous, on a le gros joueur de centre. En plein ça. Ça, c'est mon ego qui prend de la place. Et voilà. Moi. Oui. Alors ça, c'était pour les joueurs du repêchage de 2022 qui ont fait leur début. Il y a quand même eu des gars de 2023, pas beaucoup. En l'occurrence, 2. Bradley Nadeau en Caroline. Ouais. Oui, repêché 30e l'an dernier. Il a joué à l'université cette année, une très bonne saison. Il sortait de la BCHL. Alors, c'est quand même un gros saut en l'espace d'un an de passer de la BCHL à un match à la Ligue nationale. Et Bradley Nadeau n'a vraiment pas eu l'air perdu. Oui, il y a une fiche de -3, mais en général, il a joué avec Kotkaniemi. Ah, c'est la faute de Kéké. Ben, disons que Kotkaniemi descend dans la hiérarchie des Hurricanes. Là, c'est difficile de descendre plus bas. Là. Oui, la prochaine étape, c'est la Finlande, là, d'après moi. Et puis, Nadeau a quand même été bon sur le jeu de puissance. Il y a eu des... Attends. C'est quoi? Ça, c'est Kotkaniemi qui vient de briser le matériel. Nadeau a quand même eu des chances sur le jeu de puissance. Il a pris des bons lancers. Comment peux-tu le décrire pour les gens? Très bien. Ben, c'est un rapide patineur qui est très créatif, qui n'a pas un physique à tout casser, mais quand même un bon physique pour la Ligue nationale. Et je crois que s'il avait joué junior l'an dernier, il aurait été repêché plus haut. Mais avec la BCHL, on en a parlé, Mathias, Tyson Jost, des gars comme ça. Tu sais, on ne le sait pas. Alors, il y a peut-être des clubs qui ont eu peur. Moi, je l'avais classé plus haut que 30e, mais j'aurais pas osé le mettre dans le top 10 dû au fait que je me suis fait brûler auparavant. Okay. Mais d'après moi, Nadeau, il fait partie de l'avenir un solide avenir des Hurricanes. Le dernier, un choix de début deuxième ronde, Gavin Brindley. Ouais. Gavin Brindley, qui a été très bon à l'Université du Michigan dans les 2 dernières années. Repêché 34e par Columbus. Il a joué un match. Il est petit. Il est petit. On parle 5 et 9, 165 officiellement. Bon, mais... Oh, petit. Non, là. mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est toujours le rapport talent physique. OK. Il n'y a pas un talent à tout casser. Est-ce qu'il peut jouer dans la LNH? Peut-être. C'est sûr que l'an prochain, on va le commencer dans la Ligue américaine. Il a déjà signé son contrat. Il va avoir 20 ans. C'est une bonne chose. Là, il s'agit de déterminer si c'est un joueur, finalement,
de troisième trio que tu utilises sporadiquement ou un joueur de deuxième trio productif. Puis ça a donné quoi? Ben, ça a donné un match tranquille, selon moi, mais c'était un match qui était quand même très, très ouvert. Mais moi, j'ai pas vu grand-chose de bien, j'ai pas vu grand-chose de mal. Je pense que c'était juste un match là, pour brûler une année de contrat. Puis est-ce que ça correspond à son équipe? Tu veux dire Le style? les Blue Jackets? Oui. Ben, les Blue Jackets, c'est quand même une équipe, je te dirais, qui est assez, malgré les mauvaises performances, ils sont pas inintéressants à regarder parce qu'il y a quand même du talent puis ça joue rapidement. Alors, je pense qu'il cadrerait bien. La question est de savoir où est-ce qu'il va dans le puzzle avec les trois Russes, là, Voronkov, Chinakov, avec les joueurs de premier plan comme Goudreau, évidemment, éventuellement Fantilli. Top 9, peut-être. On verra, mais moi, j'ai hâte de voir sa saison dans la Ligue américaine avec Cleveland l'an prochain. OK. La deuxième portion de ce bloc-là, et là, je vais faire attention, c'est le championnat mondial des moins de 18 ans. Et chat échaudé craint l'eau froide. Ouais. Avec la fameuse année de Jost et Fabro. Je me demande même... Matt Dumba aussi. Je me demande même si je vais le regarder pour pas fausser les données, tellement il manque de joueurs importants, mais on n'a pas le choix, on va quand même l'évoquer ici. Oui. Il y a beaucoup de blessés et tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Et je sais que tous les recruteurs, évidemment, sont là. Oui. Mais je vais donner un exemple, justement, celui qui vient de briser notre matériel, Kotkaniemi, a eu un gros U18, ça a changé la donne. Oui. Il y a des pièges. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette édition de 2024? Il manque bien des joueurs pour deux raisons. Il y en a qui sont blessés, Berkeley Catton, Kaden Lindstrom, entre autres. Et il y a des joueurs qui sont encore en série. On l'a dit tout à l'heure, Tariq Panachak. Alors là, je regarde l'alignement du Canada, je regarde l'alignement des États-Unis. L'alignement des États-Unis qui est habituellement intéressant parce que c'est le USNTDP, le programme des 17 ans, qui jouent toute l'année ensemble et qui jouent depuis 2 ans ensemble. C'est pour ça qu'ils sont toujours les favoris. Sauf que cette année, le USNTDP n'est pas une grosse cuvée. Le joueur à surveiller dans cette équipe-là, c'est Trevor Conley, mais qui n'était pas un joueur du USNTDP, mais qui a joué dans la USHL. Pourquoi il n'a pas fait partie du USNTDP? Est-ce que c'est à cause des incidents dont on a déjà parlé? Est-ce que c'est parce qu'on avait formé l'équipe à 16 ans et à ce moment-là, on ne le jugeait pas assez bon? Ça, je ne le sais pas. Puis on peut les intégrer, ces gars-là? Oui, parce qu'on n'est pas obligé d'amener le programme U18 et faire jouer ces gars-là. Il n'y a pas de règlement contre ça. Fait que ça arrive souvent? Ben oui, mais en général, s'il y a 20 joueurs dans le U18, il y en a 18 ou 19 qui viennent du programme ou qui ont toujours joué ensemble, mais on va faire des exceptions parfois pour des joueurs comme Conley, qui a quand même fini 2e compteur de la Ligue à 17 ans. Et est-ce que ça peut... la performance de Conley, parce que ça va être évidemment ton point de mire à toi là-bas, est-ce que ça peut changer ton opinion? Non. Honnêtement, sa performance, qu'il fasse 10 buts ou qu'il en fasse 2, j'en ai rien à cirer. Mais je pense que pour les recruteurs de la NLH qui ont tendance à tomber dans ce piège-là, ça peut faire une différence. Si le gars marque 10 buts en ce match-là, je pense qu'il pourrait grimper dans les classements. Chaque année, on en voit comme ça qui grimpent dans les classements. Pour l'équipe canadienne, parce qu'en passant, RDS-TSN présente c'est ça, c'est important de le beaucoup de mentionner. matchs du Canada et des États-Unis. C'est de bonne heure le matin, mais bon, il y a des reprises le soir, puis il y a toujours moyen de partir une enregistreuse, peu importe. Ça commence bientôt, d'ailleurs. Ça commence jeudi le 25 et ça se prolonge jusqu'au dimanche 5 mai. OK. Alors, il y a moyen de voir des bons matchs, des bons espoirs. Et moi, Mathias, pour le Canada, oui, il manque des joueurs, mais je te recommande de regarder le tournoi, pas pour les joueurs admissibles au repêchage cette année, pour ceux de l'an prochain. Ah, est-ce que le fameux Mozart est là? Le fameux Mozart est là, Gavin McKenna. Ah, 16 intéressant. ans. Il y en a d'autres aussi. Je ne vais pas nommer toute la nomenclature, là, mais il y en a quelques-uns. Roger McQueen, Porter Martone et Caleb Desnoyers, qui joue pour le Moncton et qui était le premier choix de la Ligue Midget 3A l'an dernier. OK. Caleb Desnoyers, qui en ce moment, au moment où on se parle, pourrait être un choix top 20 de la Ligue nationale l'an prochain. Un des très bons joueurs québécois des dernières années. Pac, tu vas te lever tôt, toi? Ben moi, je suis un fan de Formule 1, fait que T'es ça habitué? me dérange pas. Pour les joueurs à repêcher cette année, il n'y en a pas beaucoup. Je penserais, dans les top 15, là, il y a peut-être Liam Greentree, un gros gars, qui est souvent comparé à Kaden Lindstrom, mais sinon, le Kaden Lindstrom des pauvres.
OK. Alors, on parle d'un gars, Lime Green Tree, c'est pas impossible que ce gars-là soit dans la mire du Canadien avec le choix des Jets. Ça fait partie là, de... C'est un gros allié qui a du talent. Est-ce qu'Higuin-là a des chances d'être éliminé bientôt puis rejoindre l'équipe ou il est... Ben vois-tu, Maxime Massé, dont on parlait tout à l'heure, a rejoint l'équipe parce que Chicoutimi a été éliminé. OK. Maxime Massé, ça c'en est un autre qui pourrait beaucoup aider son rang de sélection avec un gros tournoi. Je pense, c'est un bon marqueur de but. Et puis, j'imagine un Massé qui marquerait 4 ou 5 buts dans le tournoi pourrait peut-être aller chercher, je ne sais pas moi, peut-être une dizaine de rangs de sélection supplémentaires. Alors, au lieu de sortir 40, il pourrait sortir 30. Tu sais, on parlait de Kotkaniemi qui a faussé les données. Ouais. Un autre qui avait un gros U18, c'est Louis Leblanc dans le temps. Oui. Matt Dumba. Qui a eu une belle carrière quand même. Oui, qui a eu une belle carrière, mais il y en a qui l'avaient très haut après ça parce qu'on se disait... C'est un vrai monstre à la ligne bleue avec ses mises en échec. Oui, mais un monstre à la ligne bleue contre ton âge, quand tu arrives dans la LNH, c'est bien d'être costaud. Je l'ai dit la semaine passée. Mais tu pourras pas dominer à tous les soirs puis mettre en échec à tous les soirs Brady Tkachuk. Puis Dumba est quand même pas 6-6 non plus. Là, non, mais il était solide comme le roc contre des gars de son âge. Et puis ça a impressionné. Alors, j'ai hâte de voir qui va être la révélation du tournoi et qui va gagner des rangs de sélection grâce à ça. À chaque année, il y en a. Puis ailleurs, à part le Canada et les États-Unis... Là, on n'a pas les alignements encore. Ouais. Parce que malheureusement, la Fédération internationale de hockey sur glace ne sort les alignements que la journée du tournoi. Et penses-tu qu'il y a des candidats quand même suédois? Oui, il y a des joueurs. Là. Il va y avoir des joueurs. Ça dépend des éliminations, mais il y a quand même plus personne qui joue là en Suède à part la finale. C'est ça. Oui, il y a des joueurs suédois-finlandais qui peuvent être intéressants. Malheureusement, il n'y a pas de Russes et de Biélorusses. Moi, je me gardais cette section-là pour la semaine prochaine. Parfait. Parce qu'il va y avoir quelques matchs de disputés. Ouais. Et là, on va savoir vraiment qui est là. Et on fera un petit récapitulation de mi-tournoi et préparer la table pour la ronde des médailles. Excellent. Bon. Tu veux-tu aller vérifier si oui, mais Kéké est en train de... En parlant du loup, moi, il y a une phrase qui résonne encore depuis tantôt, puis je suis pas capable de décrocher. Tu as dit que la prochaine étape pour Kotkaniemi, c'est la Finlande. Oui. Je trouve ça très lourd de sens. Est-ce que moi, je trouve ça un peu intense, là, mais... Éventuellement, j'imagine que les Hurricanes vont le racheter. Parce qu'avant l'âge de 26 ans, tu peux racheter le contrat d'un joueur au tiers de sa valeur. Alors, ça ne coûterait pas très cher, même s'il reste beaucoup d'années de contrat. Et là, ensuite, est-ce qu'une équipe va donner 2 millions par année, exemple, à Kotkaniemi pour être un quatrième centre? Non, mais les Hurricanes sont stackés, là, sont très profonds. Là. Oui. Mais est-ce que tu vois vraiment Kotkaniemi... est-ce que tu vois vraiment des équipes qui vont se dire « Ah, Kotkaniemi, il est encore jeune, puis c'est un choix numéro 3, puis on va lui donner 2 millions par année pour être sur un quatrième trio », parce que c'est ça qu'il devient. Là. Il devient un joueur de quatrième trio. Je pense qu'il y a eu la varicelle, ça n'a pas aidé. Il n'est pas victime, tu sais, quand tu dis quatrième trio. Il est victime, ça c'est sûr qu'il est victime. Quatrième trio, mais c'est parce que justement les Hurricanes sont trop remplis, non? Il est pas bon. Non, je vais le dire, là, puis tu sais, j'ai prôné la patience. C'est difficile. Ouais. C'est pas parce que il y a eu toutes les chances d'être au centre du deuxième trio. Ah oui. C'est qu'il n'a pas livré, il n'a pas été à la hauteur. Parce que justement, les Hurricanes n'étaient pas stackés au centre. Ouais. Alors, il a eu sa chance. Ah non, lui, il a eu toutes les chances au monde. Ouais. Okay, voilà. Okay. Oui, non, j'allais dire Kéké. Kéké? Bon. OK. C'est-tu un jeu de mots déguisé, ça? Il y en a au moins un. C'est correct. Je salue l'effort. Je salue l'effort. Tu pourrais en sortir 2-3 autres dans le contenu bonus. Oui, voilà. Ah! Hey, ça, les gens, ça pognerait. Parfait. Bon, il nous reste 2 blocs. Le podcast Processus vous est présenté par Cargarous. C'est dur de savoir si vous achetez la bonne voiture au bon prix, mais pas quand vous achetez avec Cargarous. Nous vous donnons une vaste sélection de véhicules, des évaluations et des avis impartiaux sur les concessionnaires. Faites le bon choix et commencez votre recherche dès aujourd'hui sur cargarous.ca ou téléchargez notre application mobile. Préfère, c'est grand. Que tu sois charpentier, agriculteur, plâtrier, infirmier, c'est chez Préfère que tu trouveras le plus vaste choix de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Situé à Belleuil, sortie 109, autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, habiller les travailleurs d'ici. Bon, on est rendu à la section des questions. Oui.
Évidemment, pour la dernière fois, les questions vont être incorporées à ce segment-là. Après, ça s'en va en contenu exclusif. Oui, et on va répondre à beaucoup plus de questions en contenu exclusif, en passant. Ah, ça, c'est sûr. Parce qu'on est inondé de questions chaque semaine, puis j'ai bien hâte de répondre à plus de questions. Et les questions, c'est déchirant de les choisir parce que il y a énormément de bonnes questions. Bonnes, hein? Puis... Moi, je les trouve bonnes. Je trouve qu'on a une belle gang d'auditeurs. Ouais. Puis, continuez à envoyer des questions parce qu'avec le contenu, on va répondre à une quantité industrielle de questions. Puis on sert des questions aussi pour approfondir le contenu. Fait que, tu sais, le show, on va avoir l'impression d'avoir un show qui va garder la même essence. Ben, comme j'ai mentionné tout à l'heure, Dean Letourneau, il y avait des questions sur lui. Ouais. Logan Mayou, il y a des questions sur lui. Ouais. Là, je le répète, le meilleur endroit pour que Snake vous repère, si vous vous abonnez, c'est YouTube, évidemment. Et nommez-vous. Nommez-vous. Là, on en a quelques-uns qu'on a choisis quand même, mais c'est toujours mieux d'avoir vos noms. Simon Cadieux, 7377. Le Snake se base toujours sur la comparaison d'une équipe championne. Par exemple, Mayou serait un 6e dans une équipe championne. J'aime ça, Simon. Il n'y en a qu'une par année. C'est peut-être mettre la barre très haute dans une ligue de 32 équipes. Est-ce que ce serait pas mieux de faire des comparaisons en fonction du talent d'un alignement d'une équipe qui est digne de faire des séries? Ça, j'adore la question. Parce que ça va me permettre une mise au point. Il y a beaucoup de sites pièges à clics qui me citent sur Mayou dernièrement en disant que je dis que c'est un défenseur numéro 6. Mais en n'ajoutant pas toujours dans une équipe championne. T'aurais pu, ce que Simon suggère finalement, c'est que tu parles d'une équipe dominante. Oui, dominante, c'est ça. Alors peut-être pas une seule équipe par année, mais une équipe dominante, pour moi, c'est ça une équipe championne. C'est une équipe qui aspire sérieusement aux séries éliminatoires. Pas une équipe Cendrillon qui sera en finale une fois. Là. Une équipe vraiment qui, année après année, est dans le décor. Le Lightning de Tampa Bay, les Vegas, etc. Ça prenait un Simon peut-être pour te faire changer ton vocabulaire. Merci, M. Simon Cadieux. Équipe dominante, si on peut dire. Équipe élite. Bon. Ouais. Alors, pourquoi... Là, il me demande pourquoi je fais pas ça. Je fais pas la comparaison avec une équipe qui peut faire des séries. Ouais. Je pourrais le faire, mais ça m'intéresse pas. Puis pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que moi, je pense que lorsque tu embarques dans la Ligue nationale en tant que joueur, dirigeant, coach, propriétaire, ton but, c'est de gagner la Coupe Stanley. Et je pense qu'à Montréal, il n'y a pas eu de Coupe Stanley depuis 31 ans. Il y a bien des jeunes qui n'ont pas vu ça, la Coupe Stanley. Ouais. Peut-être que quelqu'un comme moi qui a 58 ans a été gâté dans les années 70. Puis après ça, peut-être qu'il aurait fallu que je m'ajuste puis me contenter de moins ou de peu. Mais moi, je ne suis pas le genre qui se contente de peu. Quand j'embarque dans quelque chose ou que je veux suivre une équipe, je veux qu'elle soit la meilleure. Alors, quand je fais mes pronostics sur des joueurs et que je dis, ça, c'est un gars de 3e trio, je pense toujours équipe élite. Ouais. Parce que, regarde, Jared Tenordi, là, il joue régulièrement à Chicago. Est-ce que c'est vraiment un défenseur de 3e paire? Ben, et d'ailleurs, le Canadien, la nouvelle administration est du même avis. Oui. Oui, c'est vrai que l'an dernier, Jeff Gorton a refusé de parler des séries. Mais eux, puis encore à nouveau dans le point de presse la semaine dernière, le bilan de fin de saison, ils n'ont pas dit on va être une équipe qui va faire les séries chaque année puis on ne sait pas ce qui va arriver. Ils ont dit nous, on construit pour être une équipe d'élite année après année. Est-ce que ça va arriver? On ne le sait pas encore, mais l'objectif, c'est d'être une équipe dominante. Exactement. Alors moi, quand je fais mes évaluations, c'est toujours à partir de là. Puis commencer à essayer de dire, là, une équipe de 15e place, est-ce que tel joueur est un numéro 4, un numéro 5? Honnêtement, j'aime mieux y aller, moi, avec. Je suis un gars qui vise haut. Ouais. Puis pour moi, quand je parle du Canadien, je parle d'un Canadien dominant et non pas d'un Canadien qui fait les séries puis après ça, qui croise ses doigts pour que le gardien de but les amène en finale. OK. Bon. Deuxième question. Ici, de Crypto-Théorie. J'imagine que Crypto, c'est le prénom. Puis comme on vous disait, essayez, là, s'il vous plaît. Là. C'est pas comme si c'était un secret d'État où vous allez perdre votre job. Là. Si vous êtes là, c'est que vos questions sont bonnes. Nommez-vous. Donc, Monsieur Théorie, 3039, vous disiez qu'environ 50 joueurs repêchés par année avaient une carrière digne de ce nom dans la Ligue nationale.
si vous étiez DG et qu'on vous offrait la possibilité d'échanger vos choix 3, 4, 5, 6, 7 contre un choix de deuxième tour. Donc, avoir un choix de premier et 2 choix de deuxième tour, le feriez-vous? Pourquoi? Il est question ici de repêcher des joueurs de la LNH. Donc, ne pas considérer le choix de troisième ronde et subséquent pour ajouter des joueurs à la Ligue américaine ou la ECHL. Encore là, ça rentre exactement dans mes cordes. Il n'y a pas beaucoup de joueurs après la deuxième ronde. Il y en a. Souvent, c'est des joueurs qui se développent alors que c'était absolument impensable qu'ils se développeraient. Il y a de moins en moins de cartes cachées. Les dépisteurs, il y en a partout. Le recrutement s'est quand même amélioré. T'sais, on peut dire, on peut chialer sur le recrutement dans la Ligue nationale et je l'ai beaucoup fait, Mathias, depuis 15 ans. Ouais. Moi, c'est plutôt l'ordre de sélection et comment on valorise certains joueurs par rapport à d'autres. Mais je chiale pas sur le fait qu'habituellement, dans les 2 premières rondes, c'est le gros des futurs joueurs de la Ligue nationale qu'on a. Ouais. OK, c'est vraiment des miettes dans les rondes 3-7. Mais souvent, c'est l'ordre. Alors, des fois, je me dis, pourquoi lui est sorti 8e? Moi, je l'aurais pris 30e. Mais dans les deux, dans ce cas-là, tu as quand même un joueur de la Ligue nationale. Alors, il ne reste pas grand-chose ensuite. Si vous allez sur HockeyDB, vous passez à travers chaque année. C'est vraiment des au compte-gouttes là, dans les rondes 3-7. Alors, moi, qu'est-ce que je ferais? Bien, je me souviens qu'une année ou 2 de suite, dans le temps de Chuck Fletcher au Minnesota, on avait échangé, Fletcher avait échangé, je crois, un choix de 3 et un choix de 4 en retour d'un choix de fin de 2e. Ouais. Alors, on voit un petit peu le marché pour ça. Alors, oui, je le ferais. C'est pas la tendance, par contre. Non, on dirait qu'il y a des clubs même qui veulent accumuler plus de choix. Ben, Ils vont échanger un choix de 2 pour aller chercher un 3 et un 4. T'as plus de boules. T'as plus de boules. Moi, j'aime mieux y aller avec des joueurs que j'aime. Puis les joueurs que j'aime habituellement sur ma liste, ils vont partir dans les 2-3 premières rondes. La seule affaire que je ferais, là, puis ça, c'est un peu drôle, là, je me garderais mon choix de 7. Parce que à chaque repêchage, je vois toujours un gars en 7e ronde que je me dis, lui, il n'a pas été pris, c'est le d'or que je veux lancer. Ouais. Comme le Canadien a fait avec Aiden Primo. Oui, mais il est allé chercher un choix de 7, il n'y en avait pas. Parce que des fois, il reste des joueurs, tu te dis, comment ça, lui? Bon, là, tu vas me dire, ça va être quoi mon taux de réussite? 1 sur 5, peut-être, 1 sur 6. Mais ça, je me garderais ça comme, je sais pas, comme soupape de sécurité. Mais 3, 4, 5, 6, c'est sûr que je les échangerais. Moi, je suis pas nécessairement en accord. Ah! Parce que tu vois, Pierre Gauthier disait tout le temps qu'à 75, non, il arrêtait. Oui. Parce que les goûts sont différents. Oui. Fowler est sorti au 3e tour. C'est sûr qu'il n'est pas classé au 3e tour par le Canadien. Il est peut-être classé même au 1er tour. Oui. Joshua Roy est probablement classé au 2e tour et il est sorti au 5e. Oui. Fait que les gars que tu repêches au 4e, 5e tour, dans ta liste à toi, tu as l'impression d'avoir plusieurs choix de 2e tour. Ouais, OK. T'as un point valable. Sauf que si tu accumules plus de choix de 2e ronde, ben Jacob Fowler, tu peux le prendre en 2e ronde. Puis, tu sais, ça dépend toujours comment est faite ta liste. Il y a combien de joueurs auxquels tu Oui, mais là, tu peux pas aller repêcher Volokin après. Je sais. Mais moi, quand je fais ma liste, c'est très, très rare. Puis ça, je suis prêt à l'admettre. Tu sais, j'essaie de faire des genres de repêchage simulé. Puis je me dis, ben, si j'étais à la place du Canadien, si j'étais à la place de l'Avalanche, si j'étais à la place de telle équipe, mettons, qui a 12 choix là, dans le repêchage, les Hurricanes de la Caroline qui ont eu des tonnes de choix, je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Puis là, je le fais. Après ça, je regarde 5 ans plus tard. Puis honnêtement, à part un Alex Kerfoot, un Victor Arvidsson, un Andreas Athanasiou, c'est très rare que j'ai identifié des gars qui ont été des super joueurs ou des joueurs réguliers dans la LNH. Alors, je suis quand même réaliste que la majorité de mes gars sortiraient dans je les sortirais dans les 60 premiers. Puis le choix de 3e ronde, comme Fowler, comme tu dis, probablement que Fowler, si je l'aime, je l'aurais choisi peut-être 40e ou 50e. Ouais. Tu sais, les joueurs auxquels je tiens beaucoup, c'est très rare que j'arrive à un moment donné à la fin de la 2e ronde, puis je me dis, oh mon Dieu, il me reste encore 5, je me peux plus. Oui, mais pour les cancres, c'est peut-être bien. Ah, oui. Moi, je te dis comment moi je procéderais. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle. Ouais. Moi, je te donne la mienne.
Monsieur... Crypto. Crypto. Ben, comme je vous dis, crypto, prochaine fois, là, c'est votre ça. nom. Là. Ouais. Puis d'ailleurs, on va. Là, c'est parce que tu as vraiment aimé la question, mais en général, c'est sûr que vos questions vont être privilégiées si votre nom est là. À mon avis, c'est juste parce que c'est un adepte des cryptos. Non. Mais tu dois t'en douter, ouais. mais il doit commenter Toi, souvent ta perspicacité m'a toujours étonné, mon cher père. L'autre bord du lac. Non, tout va bien. Ah là là. Monsieur Audric, Oui. lui, es-tu adepte de quelque chose ou... Je ne connais pas encore son nom de famille. Audric. Audric. Ouais. Ben, en tout cas, monsieur Audric. Vous dites souvent de ne pas repêcher en tenant compte des besoins directs de l'équipe en termes de position. Là, je sens que ça va être une bonne question, ça. Mais bien de prendre le meilleur joueur disponible selon la position au repêchage du club. Et je suis d'accord avec vous. Mais comment fait-on pour développer ou faire valoir, pour un échange, tous les joueurs à leur plein potentiel à une même position s'il y a congestion dans l'organisation du club, autant en Ligue américaine que dans la Ligue nationale? Très bien, très bonne question. Ben oui. Il y a une sélection naturelle qui se fait à un moment donné des joueurs. Alors, on a tendance à croire, après un repêchage, oh mon Dieu, ils ont pris 3 gardiens de but. Tu sais, comme le Canadien a fait cette année. Mais là, avant que ces gars-là atteignent la Ligue américaine ou la Ligue nationale, ils ont quand même une couple d'années où ils vont continuer à faire leurs preuves dans les rangs juniors ou universitaires ou en Europe. Et là, tu vois que l'entonnoir, rapidement, au bout d'un an ou deux, commence à se refermer. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, qui leur poussent dans le dos. Puis, je pense pas qu'il y a jamais... Il n'y a jamais une congestion, dans le fond. Tu sais, quand ils arrivent au Rocket de Laval, il n'y en a pas de congestion. La preuve est, si c'était le cas, le Rocket de Laval et les équipes de la Ligue américaine en général ne signeraient pas un paquet de vétérans avec des contrats de la Ligue américaine pour combler les trous. On réussirait à bâtir un top 6 ou un top 9 avec des joueurs repêchés. Et c'est ça. Et c'est le principe de la sélection naturelle. Le plus fort, il va sortir. Ouais. Il va survivre. Oui, puis c'est pas comme si... La journée après le repêchage, il fallait que tout le monde joue dans la Ligue nationale. Non. Ils vont se développer ailleurs. Puis l'entonnoir se referme rendu au Rocket ou à la Ligue américaine en général. Alors moi, ça ne m'inquiète pas du tout. C'est une bonne question, par exemple. Oui. Parce qu'on a tendance, des fois, à croire, ils sont loadés. Tu sais, on en a parlé, Mathias, dans les derniers podcasts. Il y a des années où on croyait que le Canadien était loadé en défense. Oui. Puis là, tranquillement, pas vite, les carrières avançaient, puis on se disait, il y en a plus tant que ça. Là, t'es plus sûr là, avec les Harris et Kovacevic et compagnie, même si Kovacevic est un petit peu plus vieux. Mais Puis tu sais, la preuve, là, c'est que le Rocket, ils ont encore Mathias Norlinder dans leur alignement. Ouais. Et c'est probablement par défaut, parce que je pense plus que le Canadien ait espoir que Mathias Norlinder se développe en un joueur de la LNH. Et si un jeune s'écrase parce que de la compétition, avec ce qu'il attend dans la Ligue nationale, tout si bien de garde. Tant pis, mon chum, là. Ah oui, l'entonnoir est là pour rester. Puis t'as jamais de trop de bons joueurs de 18-19 ans. Parce que tu sais qu'ils seront pas tous bons. J'allais juste dire, dans le cas de Norlinder, il doit continuer à croire en lui parce qu'il y avait vraiment une congestion à Laval. Il y avait 8 défenseurs, je pense, à un moment donné. Puis, tu sais, souvenez-vous, Nicolas Baudin qui a été joué en Russie, je pense, finalement. Ouais. Il aurait pu continuer à... Croire en lui, c'est parce qu'il pense qu'il peut donner un coup de main à Laval. Ben oui. Mais il ne croit plus en lui pour... C'est ce qu'on appelle un joueur du Rocket. Bon, On parlait de Sean Farrell tout à l'heure. Ouais. Peut-être qu'éventuellement, Sean Farrell devient un bon joueur de la Ligue américaine. Il bouche un trou en ce moment. Oui. Tu sais, il a bouché un trou dans la Ligue américaine. C'est vraiment ça, là. C'est pas D'après moi, Norlinder retourne en Suède très bientôt à l'inspiration parce qu'ils veulent le relancer. Ouais. Okay. Mais la question de M. Audric est bien parce qu'elle va nous permettre de faire le pont avec le prochain bloc sur le repêchage de 2018 où le Canadien, vraisemblablement, a choisi en fonction de la position. On est rendu à un repêchage douloureux. Mais ça, c'est pas de notre faute. Même si j'ai défendu le jeune homme, c'est pas de notre faute parce que c'était pas notre choix au 3e rang. Et tu as défendu également le monsieur qui l'a repêché. Ben, pour l'ensemble de son œuvre de 2003 à 2007 et de 2016 à 2021. Ben bon, on y reviendra dans notre émission spéciale. C'est beau. Pag? Parce que moi, j'ai entendu dire que Timmins allait se servir de Cargaroos. Parce qu'il sait que pour trouver la bonne voiture au bon prix, grâce à leur vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur les concessionnaires, il sait que commencer sa recherche sur Cargaroos, c'est toujours une bonne affaire. Surtout avec des avis impartiaux, hein, Simon? Impartiaux? Je suis Avis impartiaux? Je suis très impartial, Mathias.
Je ne connais pas le monsieur personnellement et j'aurais bien aimé pouvoir le louanger, mais justement, comme je suis impartial, je juge son travail comme je juge le travail des 32 recruteurs de la Il y a une LNH. poupée voodoo chez lui. Là, Non, celui-ci, pas du là. tout. Pas du tout. Lui, écoute, ça aurait été formidable de l'inviter, mais ça risque de... Puis comme il a des plus gros bras que Simon, ça risque de virer en foire. Oh mon Dieu. Je t'offrirai pas longtemps dans le ring. Ça, c'est ça. Donc, le repêchage de 2018. Et c'est une année, évidemment, on cherche encore. Écoute, Marc Bergevin a échangé un bijou, Sergachev, pour aller chercher Drouin et le muter au centre. On cherche encore, désespérément, depuis, écoute, des décennies. Pointe-moi pas Kopitar, parce qu'ils ont quand même... c'est correct, tu as droit à ton opinion, Pag. Mais ils ont repêché Carey Price, qui a été un très bon choix. Ben oui. Fait que Kopitar aussi, mais c'était pas un... En tout cas, on y reviendra. Mais 2018, on cherche le centre. Kotkaniemi a eu un gros U18. Lui, vraiment, tu sais, quand on disait que c'était un biais... En français, il faut que ça revienne. Le biais... tu me l'avais donné, la traduction, toi qui es traducteur. Oui, je m'en souviens En anglais, pas. là, Regency bias, Oui, c'est-à-dire que tu t'emballes pour une performance sur une... Récente. Oui. Et Kotkaniemi, ça a été ça. Il a monté au dernier instant. Moi, je me rappelle, je pense que c'était au mois de février. Le billet de la nouveauté. C'est quelque chose comme ça. Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, vu que c'est le repêchage de la NFL cette semaine, la NFL est probablement la ligue qui est la plus coupable de ce billet-là. C'est incroyable comment la saison collégiale finit au mois de janvier et qu'entre janvier et avril, alors que les joueurs ne jouent même pas, il y a des joueurs qui passent parfois de la deuxième ronde au top 5. Et moi, écoute, je pense que c'est quelque part en février, j'ai eu un coup de foudre. Simon m'a dit, regarde-le là. Regarde Quinn Hughes. Il m'a envoyé plusieurs matchs de Hughes à l'Université du Michigan. Je suis tombé en amour comme je suis tombé en amour avec Lane Hudson. Et j'ai fait « wow ». Et pour moi, c'était clair. Et pour Simon, on n'est pas toujours d'accord, évidemment. Mais en 2018, pour nous, c'était même pas une question. Il fallait qu'au 3e rang, le Canadien repêche Quinn Hughes. En plus, tu avais Shea Weber qui était là. Ça aurait été... Tu venais de perdre Sergachev. Pour moi, c'était le choix logique. J'ai assez parlé. Laissons le serpent y aller de ses choix et de son analyse. Bon, cette année-là, c'est l'année de Rasmus Dahlin. Et puis, juste pour mettre les gens en contexte, parce que, justement, je lis les questions sur YouTube et il y en a qui nous ont demandé de donner les quelques premiers choix pour mettre en contexte le repêchage. Buffalo avait choisi Dahlin, suivi de la Caroline avec Andriy Svechnikov, le Canadien Kotkaniemi, Ottawa Brady Tkachuk, Arizona Barrett Hayton, Détroit Philippe Zadina, Vancouver Quinn Hughes au 7e rang, Chicago Adam Boqvist, les Rangers au 9e rang Vitaly Kravtsov et au 10e rang les Oilers Evan Bouchard. Alors ça, c'est le contexte de 2018. Et pour ajouter au contexte, le choix des Rangers, évidemment, c'était avec Gorton et Bobrov qui sont rendus à Montréal. Ouais. Quinn Hughes 7, ouais, c'est ça. Et là, on aurait pu à 11 Dobson, on en reparlera. Détroit, c'est incroyable qu'il s'est passé Hughes parce qu'il jouait à l'Université du Michigan. Et on va le rappeler, là. Les gens parlaient de Tkachuk. Le Canadien aurait dû repêcher Tkachuk. Au moment du repêchage, personne ne parlait de Tkachuk ou à peine. Tout le monde voulait Zadina, qui venait d'avoir une grosse saison à Halifax. Replongez dans votre mémoire, là, il y en a qui sont pas honnêtes. Il y en a qui le sont, mais il y en a qui le sont pas. Thalys Simon. Bon, j'avais créé une mini-commotion lorsque j'avais dit qu'entre Dahlin et Quinn Hughes, il n'y avait peut-être pas tant d'écart que ça. J'avais quand même classé Dahlin 1. Méchant. Vilain. T'es un vilain. Oui, et là, je m'étais fait traiter de tous les noms. Que je devais finalement m'emmener dans un asile et des trucs comme ça. Ah, oui. Mais là, tu n'aurais pas pu faire le balado. Non, c'est ça. Combien de points Hughes cette année? Je serais encore interné. Quinn Hughes cette année. C'est pas 91 points? 92 points. Bon, mais on va te sortir de l'asile. Oui. Mais, écoute, Rasmus Dahlin, c'est pas un 2 de pique. Ah non, Et je pense que je le prendrais encore premier si on refaisait le repêchage. Alors, faut pas. Mais sauf que moi,
Pour moi, l'écart n'était pas si grand que Mais ça. t'avais Dahlin premier. Oui, mais Dahlin, il y en a qui le voyaient comme le McDavid des défenseurs. Ouais. Et moi, je trouvais que il était très bon, mais je voyais pas... Tu sais, je voyais pas un joueur générationnel. Attends, Edmund, ça a été ça après 6 ans. Attendons. C'est ça. Alors, mais en tout cas, on aime beaucoup Rasmus Dahlin, alors on ne s'assine pas là-dessus. Bon. Ensuite, au troisième rang, j'avais Svechnikov. Svechnikov, Au je te deuxième dis- rang? Au troisième rang. Ah, après Hughes. Oui, Hughes c'est deuxième. ça, Hughes deuxième. évidemment. Là, Svechnikov, je te dirais, il m'a déçu un peu. Je m'attendais, je sais qu'il a été blessé et tout, Ouais. mais je m'attendais quand même à un joueur. Tu sais, je voyais un solide joueur de premier trio de 35-40 buts. Il était très impressionnant dans la Ligue de l'Ontario. Dans la USHL, c'est un Russe qui était venu jouer en Amérique du Nord à l'âge de 16 ans. Ça, j'aime beaucoup ça parce qu'on les sort de la fameuse MHL, là, la Ligue junior russe, où c'est très difficile d'évaluer les joueurs. Et alors ça, vois-tu, c'était mon top 3. Ensuite, là, je vais y aller un peu avec mes coups de cœur et où je me suis trompé et où j'ai eu raison. Ouais. Brady Tkachuk, je l'avais hors du top 10. Pourquoi je l'avais hors du top 10? Je le voyais jouer à Boston, à l'Université de Boston. Et là, moi, je voyais un joueur de corridor. Ouais. Alors oui, il était costaud, oui, il avait un bon lancer. Mais tu sais, je me disais, ça, c'est un gars up and down qui va être à la merci de son joueur de centre. Et oui, et pas que je voyais pas de nonchalance chez lui. Mais je trouve que dans la Ligue nationale, il a surpassé l'intensité de son jeu et il a l'air plus talentueux dans la LNH qu'il ne l'avait l'air à Boston University. Alors ça a été une erreur de ma part. Barrett Hayton, qui a été choisi 5e, moi, je comprenais pas. On avait dit à l'époque que John Chaika, le directeur gérant de Phoenix, avait regardé tous ses matchs et capotait dessus. Et moi, je regardais Barrett Hayton puis je me disais, il capote sur quoi? Ouais. Alors ça, là-dessus, correct. Philippe Zadina, je détestais pas. Je l'avais dans le top 10, mais j'avais des doutes sur l'intensité de son jeu. Et ça lui a joué un tour dans la LNH. C'est pour ça, on a parlé tout à l'heure de l'intensité du jeu du fameux M. Letourneau. Ouais. C'est pour ça que je fais attention avec ces joueurs-là. Bon. Donc, c'était quoi qu'est-ce qui suivait là, après le top 3? Ben moi, je fais juste passer à travers les... Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas un gros écart. Ouais. Là. Moi, j'avais Oliver Wahlstrom 4. Ouais. Ça, erreur monumentale. Est-ce que je considère que les Islanders l'ont mal développé? Oui. Mais Wahlstrom n'a peut-être pas le dynamisme nécessaire pour devenir, mettons, ce que Owen Tippett est devenu. Ouais. Un autre gars que j'avais classé 4e l'année d'avant et qui est en train d'éclore. Wallstrom, candidat, des fois on le pose, tu sais, dans les questions, Pour le on Canadien, demande qui est-ce que le Canadien pourrait aller chercher dans le recyclage, si on veut, qui coûterait pas cher. Wallstrom en est un. Parce que là, cette année, ça n'a pas été encore concluant. Je ne sais pas c'est quoi ses stats par cœur, là, mais... Kéké, je l'ai promené un peu partout dans mon classement pendant l'année. Je l'ai monté aussi haut que 5 à un moment donné. OK. Je l'ai eu aussi bas que 15. Oh! Je l'ai fini à 10. Comme je t'ai dit, ça dépend des podcasts, ça dépend des classements, ça dépend des tweets. Alors, il y en a qui vont peut-être dire oui, mais t'as dit 5, oui, mais t'as dit 15, oui, mais t'as dit. Moi, je le voyais à 10. Ouais. Est-ce que je voyais Kotkaniemi meilleur que ce qui est devenu? Honnêtement, oui. Oui. Je voyais un joueur de milieu d'alignement. Parce qu'oublie pas, au 10e choix, là. Hey, à 18 ans. Le là. repêchage de 2018, il n'était pas si fort que ça. Moi, c'est pas son tournoi du mois d'avril, Mathias, qui m'avait frappé. C'était un autre tournoi U18 où le Canada ne participait pas. C'est un tournoi 5 nations du mois de février. Ouais. C'est là qu'il avait été dominant et c'est là qu'il avait commencé à se promener sous le radar de certains Commentateurs à Montréal, là, il y a eu Brian Wild, il y a eu Grant McCall là, qui était qui ont commencé à en parler. pro Kotkaniemi. Oui. Et puis, le Canadien l'a choisi. Alors, moi, je voyais un joueur de milieu d'alignement. Là, je me rends compte que c'est un gars de 4e trio. Alors, il est moins bon que je pensais. Mais arrivé dans la Ligue nationale, quand tu es un des plus jeunes joueurs de ta QV, à 18 ans, de réussir 34 points, c'est pas un hasard non plus. En passant, Kotkaniemi, fait inutile, dans le fond, est devenu le premier joueur des années 2000 à fouler la glace d'une glace sur la LNH. Ah oui? Né dans les années 2000. OK. Oui. Puis tu sais, même l'an dernier, au poste de deuxième centre d'une équipe puissante, tu sais, il progressait à 43 points. C'est pas rien, c'est pas élite,
Mais c'est pas rien non Mathias, plus. Mais la déchéance cette année, je me suis à te le répéter, moi, la déchéance, ça se préparait. Il ne jouait pas bien. Ouais. Il allait chercher des points, la rondelle ricochait sur ses jambières, son casque, ses gants. Sa première année à Montréal, quand même, il y a eu, en première moitié de saison, correct, il y a eu oui. un impact. Oui, il y a eu un impact. Il a aidé le Canadien à lutter pour une place en Mais série. on dirait que c'est un gars qui s'est peut-être assis un petit peu sur ses lauriers. On a entendu beaucoup Ouais. de commentaires de gens bien placés. Ça prend du travail. Que Kotkaniemi, c'était pas le premier arrivé sur la glace dans les pratiques et c'était pas le dernier sorti. Bon, on va garder Ça a pas là. aidé. Ça, c'est Ça a pas aidé. irrécupérable. Il peut pas avoir de wake-up call. Non. Il joue tout croche. On dirait que je suis seul à le défendre, mais je peux pas croire. Il joue tout croche. Regarde-le, Ali, il joue tout croche. Alors, ça, pour moi, c'est Finlande direct. Bon, d'autres joueurs que j'avais, dont je peux parler, Evan Bouchard. Ouais. Moi, je l'avais classé 21 ou 22. Je le trouvais trop haut, repêché au numéro 10, parce que je trouvais qu'il patinait pas. Il était zéro dynamique et très poche dans sa zone. Moi, je pense qu'il est encore très poche dans sa zone et je crois qu'il est favorisé par le fait qu'il joue sur le jeu de puissance des Oilers d'Edmonton. Ouais. Alors, oui, il m'a fait mentir d'une certaine façon, mais je persiste quand même à croire que c'était pas un joueur... c'est pas un joueur élite. Je ne vais pas te prendre au dépourvu non plus. Je ne sais pas c'est quoi la proportion de points en supériorité numérique, Ouais. là, mais ça va être à vérifier éventuellement, là, mais c'est sûr qu'il joue en première vague de supériorité numérique. Moi, il y en a un, j'ai hâte que tu me nommes là. Noah Dobson. Ah là là. Qui, à mon avis, si le repêchage est à refaire aujourd'hui, il sort dans le top 3. Après Hughes et Dallin. C'est même pas une question. Voici mon opinion de Noah Dobson. Joueur de la Ligue junior majeure du Québec, donc, que j'ai vu en personne, je connaissais très bien. Gagné la Coupe Mémorial 2 ans de suite. Une fois à Caddy Batters, deuxième année à Rouyn-Noranda. Dobson, c'était un défenseur vraiment, là. Tu sais, si tu faisais un modèle, un prototype de défenseur, il y avait toutes les qualités. Il y avait le physique, il y avait le leadership, il y avait ce qu'on appelle un général à la ligne bleue. Il y avait un talent offensif, il y avait quand même des bonnes mains, il y avait un bon lancer. C'est un gars qui pouvait jouer dans le jeu de puissance, le désavantage numérique. Puis, malgré tout, je ne l'avais pas dans mon top 10. Pourquoi? Tu sais, des fois, en anglais, on dit overthink quelque chose. J'ai trop réfléchi. Pourquoi? J'ai trop réfléchi parce qu'il n'y avait pas... Moi, je partais, là, mon point de référence, c'était Quinn Hughes. Ouais. Puis tout ce qui n'était pas Quinn Hughes, pour moi, cette année-là, c'était poche. Ouais. Ben, pas poche, mais... Non. Tu sais, là, là, c'est le fun avec le podcast parce qu'avec des années de recul, puis avec du temps devant moi, je peux expliquer mes raisonnements de mes erreurs ridicules. Alors, c'est pas pour me défendre, c'est pas pour m'excuser, c'est pour expliquer comment je pensais, puis comment, après ça, j'ai fait bien attention de peaufiner ma façon de réfléchir. Moi, je voyais Dobson, puis je voyais tout ça, mais, tu sais, c'est le genre de gars que tu pouvais lui mettre, mettons, 7 sur 10 pour ça, 7 sur 10 pour ça, 7,5, 8. Alors que moi, je voyais Quinn Hughes 9,9 avec le transport de la rondelle, le patin, des trucs comme ça. Puis là, ben, je me disais, Dobson, deuxième paire. Ouais. OK. Écoute, avec les Islanders, là, c'est 70 points, je crois, cette année. Ouais. C'est 25 minutes par match. Ouais. C'est un des 10 meilleurs, facile, un des 10 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Oui. Il est complet, il y a tout. Et, sais-tu quoi? Pour quelqu'un qui aurait raisonné correctement, puis j'inclus même pas la Ligue nationale de hockey là-dedans, Mathias, parce qu'il est sorti 12e. Et il n'était pas sur tous les... Puis moi, je me rappelle qu'il y a un directeur général pour qui j'ai de l'admiration. Avant le repêchage, il m'avait dit, dans une conversation privée, il n'était pas sur les radars, là. Il dit, moi, j'aime beaucoup Dobson. J'ai fait, ah ouais? J'aime beaucoup. Il dit, nos gars aiment beaucoup Dobson. Et tu vois, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Mais Mathias, il est sorti 12. Ouais. Donc, il y avait peut-être des gens de la Ligue nationale qui ont eu le même raisonnement que moi. Oui. Ben, c'est sûr. Ben oui, parce que pourquoi prendre Philippe Zadina? On parle de joueurs de la Ligue junior Il majeure avait du eu Québec. 50 buts, mais c'était un late, ouais. Oui, avant Dobson. Alors, peut-être qu'il y en a qui... Pourquoi Bouchard avant Dobson? Parce qu'il y avait une grosse bine. Puis là, je sais, il peut y avoir il y a peut-être un préjugé là, qui existe ou non envers la Ligue junior majeure du Québec. Mais il n'en demeure pas moins que Dobson venait de gagner la Coupe Mémorial. C'était un joueur clé à Caddy Batters.
on l'avait vu jusqu'à la fin mai. On avait vu sa domination. Mais peut-être que il y en a qui se sont dit, oui, mais dans la LNH, il n'y a pas de qualité dominante en ce moment. Comme tu as fait, comme ton réflexe. J'ai fait. Ouais. Alors, d'après moi, la somme était meilleure que l'addition des parties, c'est ça qu'on dit, ou le tout était meilleur que la somme des parties. Ouais. Le tout était meilleur que la Les somme des parties. Coyotes là, auraient pu prendre un défenseur à ce moment-là. Là. C'était pas la mer à boire. Oui, mais là, on avait affaire à John Chayka et puis ses tocades, là. Ouais. Alors, parce que c'est un gars de tocade, John Chayka, là, avec ses statistiques avancées, ouais. là. Bon, alors lui, on va sauter là-dessus. Dallas a choisi au 13e rang Ty Dellandrea. Oui. Ty Dellandrea, je l'avais 8e. Ouais. Je le trouvais super habile et, malheureusement, et je fais un pont avec le sujet précédent, le maudit U18. Oh! Encore. Le maudit U18. Et là, j'ai comment. Là, je voyais que ça tranquillement, là, il y a Jones qui arrivait, il y a Dellandrea. Alors là, j'ai fait une croix sur le U18 et je me suis dit, U18, ça sert à deux choses. Un, me divertir. Deux, voir les joueurs de 16 ans. Ouais. Mais les joueurs qui sont un an dessus. Tu sais, Dallas se trompe pas souvent. Alors, ouais. Et le choix avait été critiqué à l'époque. Ouais. Bon, cependant, il faut être honnête, après Dellandrea, il n'y a pas beaucoup de bons attaquants qui ont été choisis. Ouais. Il y a Joel Farabi un rang après, mais après ça, là, on tombe dans Isaac Lundestrom, Joe Veleno, en fait Ryan McLeod. Donc, on ne peut pas les blâmer à 100%. Ils n'ont pas laissé passer des dieux. Mais il reste quand même qu'il y avait des bons défenseurs qui étaient libres. Il y avait K'Andre Miller. Mais écoute, comme dans tous les repêchages, il y avait un joueur moi, que j'avais beaucoup surévalué, Dominique Bock. Ouais. Jamais joué un match à l'NNH, repêché 25e par Saint-Louis. Bon, Bock jouait dans un calibre... il jouait quand même en... C'est un Allemand, mais qui jouait en Suède. Alors, moi, j'avais misé, dans son cas, sur les outils. Le développement de ses habiletés brutes, de ses outils. Et je l'ai classé dans le top 10. Bon, il y en a qui vont dire, t'as essayé de jouer au SMAT. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est plutôt une projection, moi, que j'avais essayé de faire, puis je me suis dit, s'il y a un coup de circuit à prédire, c'est Bock. Et il n'y a pas eu de coup de circuit là. Il y a eu un solide retrait au bâton. Alors, on peut terminer avec le Canadien. Oui, justement, parce que parlant de coup de circuit, le coup de génie, on va le dire, au deuxième tour, de Trevor Timmins, un gars que, écoute, le choix a été ridiculisé. Et ça donne aujourd'hui Kirby Dach. Je te laisse parler de cet excellent choix de ton ami. OK. Bon, là, on va y aller avec les pour et les contre, là. Ah, il y a des pour et contre. Parce que là, toi, tu fais un petit peu de feufanisme, là. Un peu de théâtre. On voit un petit peu de théâtre. On parle d'Alexandre Romanov, choisi 38e. Alexander, oui. Quand même, c'est un défenseur de 22 points par année, là. On ne parlera pas de la réincarnation. Non, mais qui a réussi à t'avoir, qui a été très tôt dans un top 4, qui a réussi à t'avoir Kirby Dach. Il va falloir que tu arrêtes ça. OK, tu es en train de faire des arbres de transactions qui vont monter à Wayne Gretzky en 88. Et voilà. OK? Finis ça. Je veux plus les entendre dans le podcast. Regarde-le. Je vais me boucher les oreilles quand tu vas parler de ça. Bon. Mais comment on va faire un spécial Trevor Timmins dans notre contenu Parce qu'il va falloir que tu élimines ces niaiseries-là, parce que Romanov aurait pu être échangé contre un pas bon. Eh bien, puis ça aurait été de la faute de Cagnews, pas grâce à Timmins. On va faire un autre choix d'émission spéciale. OK, parce que là, tu vas aller courir tout nu, tu vas faire le bloc tout nu, tu vas hurler sur l'oreille. OK, si Pacioretty est échangé contre Cody Glass, là... Qu'est-ce qu'on dit? Ben, ça a donné Nick Suzuki. Ça a été ça, le résultat. Non, mais si c'est contre Cody Glass, est-ce que tu aurais pu dire, grâce à Trevor Timmins, le Canadien a obtenu Cody Glass? Non, l'idée, c'est qu'il avait repêché Pacioretty qui a une belle carrière à Montréal, point. Alors, vente-le pour ça, mais commence pas à le vanter pour des gars échangés. Si avait repêché Bodie Wild, il n'y aurait pas eu Kirby Dach. Bon. Il l'aurait peut-être eu en cédant le 13e choix. Écoute, on n'a pas le choix de vivre avec. Là, tu vas te calmer. Okay, bon. Prends une grande respiration, puis parle-nous de Romanov. Bon, on va te parler de Romanov. Moi, j'avais vu Romanov au championnat junior A. Ça, c'est un tournoi qui a lieu au mois de décembre au Canada, chaque année. Bon, oui, moi, je parle aux auditeurs maintenant. Là, je t'écoute plus, puis je parle aux auditeurs. Puis les auditeurs, ils méritent que j'ai un ton calme et posé, avec des raisonnements nuancés, structurés, intelligents, et non du feufanisme. Bon. Alors là, Romanov, je le vois au championnat junior A au mois de décembre. Ça, c'est un tournoi qui est intéressant parce que
Chaque année, ça a lieu au Canada et ça donne l'occasion de voir des joueurs juniors qui souvent ne seront pas au mondial junior. Et on les voit quand même dans un contexte nord-américain. Il y a des équipes juniors du Canada, il y a des États-Unis, des joueurs de la USHL. Donc, ça donne quand même une bonne idée. Et il y a des bons joueurs qui sont sortis de là. Exemple, Andrei Vasilevski, Kyle Connor, Brock Besser. Alors, c'est pas un tournoi de rien. Romanov avait eu un tournoi, je dirais, décent pour un joueur de 17 ans dans un contexte comme ça, où les joueurs sont plus vieux. Et moi, j'avais Romanov fin deuxième ronde. Un des rares. Oui, et il y en a d'autres, dans les listes publiques, on voyait 75, 80. Il y en a même certains qui avaient dit, qui avaient tweeté que c'est ça. Quand Romanov est parti 38. Oui, et d'ailleurs, avant qu'on commence à tourner, tu nous as parlé, tu as dit, est-ce que vous allez parler de la centrale de recrutement? Puis j'ai dit, éventuellement, on va parler de ce service de cabochon. Il n'était même pas sur leur liste. Non. Zéro, nulle part. Alors moi, j'ai pas décrié le choix. Cependant, ce que j'ai trouvé exagéré, c'est que l'année suivante, au tournoi mondial junior, il a gagné le titre du meilleur défenseur. Et moi, je te disais à l'époque, Mathias, oui, OK, mais son potentiel offensif est limité. Ça, on savait. Alors, on va arrêter de parler de trophée Calder puis de possibles candidats au trophée Norris. Là. On va se calmer. Et moi, j'avais dit, Romanov est un numéro 4. Là, il joue sur une première paire avec... Oui, mais Islanders n'est pas une équipe dominante. Ouais, tu vois, tu as déjà changé grâce à notre ami Simon Cadieux. Ben c'est ça. Oui. Alors, Romanov, numéro 4, je pense, aurait sa place sur une équipe qui aspire à la Coupe en ce moment. Ouais. Alors, très bon choix au 38e rang. C'est pas moi qui va cracher sur ce choix-là. Mais si tu as Devin Taze, qui est encore, disons, avec les Islanders, ben, tu as peut-être Taze sur une paire avec un droitier, puis tu gardes Romanov avec. Fait que, tu sais, top 4, c'est un top 4. Oui, bien, tu regardes les minutes jouées. Là. C'est pour ça que moi, il y a droitier, gaucher, enfin, tu sais, il y a un peu de flexibilité dans tout ça. Mais moi, je te dis que, pour simplifier, Romanov, d'après moi, doit être pas plus que ton 4e meilleur défenseur. Mais c'était un super choix. Là, on va le dire. Ça a été un très bon choix au deuxième tour. Ça a été un très bon choix au deuxième tour. Je vais juste le craquer un peu. Non, mais écoute, je te le dis que ça a été un très bon choix. Bon, évidemment que la gaffe de Kotkaniemi au 3e rang, ça, c'est absolument impardonnable. Voilà. Surtout que c'est rare que Trevor Timmins se prononçait sur des espoirs. Mais avant le repêchage, il avait dit au show de Tony Marinaro, et il avait dit devant les journalistes, on lui avait posé la question, Quinn Hughes, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, he won't be able to defend in the NHL. C'est à moi. À toi. À moi, en privé. En privé. Ouais. Et il l'avait dit aussi en public. Ah oui? Okay. Oui, il l'avait dit en public. Et il ne s'était pas gêné pour dire que ce gars-là ne serait pas capable de jouer dans sa zone dans la LNH. Non, ça n'a pas été imposé non plus par Bergevin? Non. Ben, écoute, mettons que le joueur de centre a été imposé. Mettons. OK? On va dire ça. Ça n'enlève pas le fait qu'il n'aimait pas Quinn Hughes. Je comprends. Ouais. Bon. Et ça, c'était impardonnable de ne pas aimer Quinn Hughes, qui était un joueur hallucinant. Et après toutes ces années-là, si Trevor Timmins dit à ses boss, vous pouvez pas passer à côté d'un gars comme Quinn Hughes et qui se met en colère, tu sais, il a dû quand même être d'accord. Là. Mais oui, la preuve, c'est que Bergevin l'a dit. En 2012, il l'a laissé prendre Galchenyuk. Ouais. Alors que lui aimait Riley. Il venait d'arriver. Oui, mais quand même. Ouais. Tu sais, il faut faire attention. Puis ça, je l'ai entendu 1000 fois. Les défenseurs de Trevor Timmins, quand les choix sont bons, c'est Timmins. Ouais. Quand les choix sont pas bons, c'est la commande du GM. Là, tu vois, j'étais un peu théâtral tantôt pour te craquer, mais en même temps, tu vois que je sais reconnaître que le chef du recrutement, il l'a quand même repêché. Il faut qu'il soit d'accord. Ouais. Ah oui. Il était d'accord. Puis, mais est-ce qu'on était échaudé avec le choix de Galchenyuk? Beaucoup d'années avant, mais étant donné que c'est un 3e overall. Ben, et là, on a vu Kotkaniemi, on a vu un joueur de centre complet. Puis on a espéré encore. Puis moi, je te dis, quand il est arrivé, sa première moitié de saison, j'ai dit, on l'a trouvé. Écoute, certains le comparaient à Jean Béliveau. Oui. Et je me rappelle, même Serge Chavard l'aimait beaucoup. Peut-être que Kotkaniemi aurait dû être cédé à la Ligue américaine à 18 ans. Et contrairement... Et on aurait pu serrer la vis un peu sur ses mauvaises habitudes de travail. Contrairement à Slav. Qui était assoiffé d'apprentissage, qui est un travaillant. Ben oui. Tu vois comment cet aspect-là du travail, de l'écoute, est tellement important, puis on n'y porte pas assez d'importance.
Juste avant Romanov, 3 choix avant, le Canadien choisit Jesse Ionen. Oui. Bon, oui. Ça fait si longtemps que ça. Oui. 2018. Écoute, un gars qu'on voyait peut-être comme un ailier de milieu d'alignement, capable de marquer des buts. Écoute, il a des belles habiletés. Il y a 12 buts dans la Ligue. En général, c'est pas mal des beaux buts qu'il marque. Mais c'est un joueur, écoute, j'ai pas peur de le dire. Lui, il a peur de son ombre. Puis on a été allé sur les habiletés individuelles, alors que c'est pas un grand penseur de... Fin deuxième ronde, Jacob Olofsson, un joueur de centre dans le moule de Jacob Delarose. Pour moi, choix gaspillé, et ça a été le cas. Et ensuite, en troisième ronde, un joueur qui a joué un match, Camillus, durant la COVID, alors que c'était l'hécatombe. Un des rares joueurs des Lions de Trois-Rivières à avoir été rappelé dans la Ligue nationale. En effet. Oui. Et 71e rang, un bon choix pour ce rang-là, Jordan Harris. Qui est quand même un joueur de la Ligue nationale. Écoute, un joueur peut-être un petit peu drabe, mais tout de même un joueur qui a sa place dans la LNH. J'ai trouvé sévère, d'ailleurs, avec Tony Marinaro quand tu as dit qu'il serait sorti de la Ligue nationale dans 3-4 ans. Je pense quand même que c'est le type de joueur fiable qui va s'accrocher à une équipe puis qui peut rester plus longtemps. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, dans le sens qu'à un moment donné, je me dis, un joueur drabe va être remplacé par des joueurs plus fringants, mais on aime quand même les vétérans dans la LNH. Il va changer d'équipe, puis il va s'accrocher, puis ça va être un... Peut-être se ramasser aussi chez des équipes qui tankent. Tu sais, qui veulent un joueur de la LNH. Pour moi, il va avoir quand même peut-être pas une grande carrière. C'est un joueur honnête. Puis, tu sais, Jordan Harris, j'en avais déjà parlé dans le cadre des joueurs américains à repêcher. Moi, je l'avais recommandé au Ferreur de Val-d'Or, qu'il avait pris, je l'avais vu à 15 ans. Je voyais pas nécessairement une vedette de la LNH, mais je voyais un gars qui aurait pu devenir un très bon joueur junior. Et c'est ce qui est devenu à l'université. Bon. Alors, j'ai pas de préjugés défavorables envers Jordan Harris, au contraire. Est-ce qu'on vient encore de défoncer le chronomètre big time? Assurément, oui. Tabarnouche. Arrêtez-nous. Là, ce qui est fou... Qu'est-ce qui est fou? C'est qu'il va y avoir encore plus de contenu sur Patreon. Puis là, je vous le dis, quand on parle de 40 minutes, les questions, d'abord, là, on prend 3 questions. Ça va être sûrement une dizaine. Puis ça se peut qu'on... Les boss avaient écrit 30 minutes. J'ai dit, mettez 40 minutes, mais nous connaissant aussi, ça se peut que... Moi, je veux répondre au plus grand nombre de questions possibles. Les gens prennent la peine d'écrire. C'est ça, c'est dur à ceux qui 3 questions. prennent la peine de s'abonner. Puis, tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui prennent la peine d'écrire puis ils se disent, ils ont juste 3 questions. Puis là, à un moment donné, tu te dis, là, c'est une loterie. Décourage, tu décourages, puis tu dis, ça donne rien de poser des questions, ils répondront pas. C'est un petit peu comme quand on fait les clavardages de la presse. Là, il faut pas se décourager, il faut en envoyer. Moi, je vais essayer de passer à travers le plus de questions possible. Varier. Pour qu'on fasse un show comme tel. Et des fois, il y a des questions, peut-être, on va y répondre par la bande dans le podcast régulier, sans nécessairement que ça soit une question officielle. Comme les tourneaux, le nom, il m'a été mentionné. Alors là, on a répondu. Parfait. Bon, écoutez, on veille moins tard quand même que la dernière fois. Parce qu'on avait fait ça un mardi soir. On avait fini à 1h15 du matin, je pense. Hein? Oui, mais moi, j'avais... Toi, beaucoup plus tard. À quelle heure t'as fini, toi? 3 heures. J'espère qu'on t'a payé en temps double et demi. Non, mais le lendemain... En fait, vendredi, j'avais un tournoi de hockey à Baie-Saint-Paul. Ça m'a arrangé pour terminer tôt. Ah, OK. Bon. Enfin. Simon, le Snake Boisvert, merci beaucoup. Salut, Mathias. Monsieur Pierre-Alexandre. Merci, les gars, c'était vraiment le fun. Toujours. Yes. 14e épisode, puis... Nouvelle formule pour le 15. Les 14 fois, j'ai eu du fun. You win. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert.